Bienvenue pour Eurosport Sport, on est ravis de vous retrouver. Moi je suis vraiment content de retrouver toute cette équipe de rêve, les Galactiques bien sûr de First Team, réunis autour de ce plateau. Le sport prend le pouvoir bien sûr sur le stream, vous le savez, il est quoi à 16h30 comme chaque lundi. Et on est ensemble pour près d'1h45. Laissez-moi vous présenter d'ailleurs qui compose ce 5 majeur. Ouais, c'est un 5 majeur. 1, 2, 3, 4, 5, on est dans 5 sport. Ouais, j'ai un petit peu du mal à compter. Je vais surtout vous parler de mon premier qui n'arrive plus à dormir en ce moment entre ses après-midi au champagne sur le Langlaine, ses nuits NBA au cognac, ses soirées rugby au bon rouge qui tâche. Il nous a trouvé du temps quand même pour venir dans Eurosport Sport, c'est monsieur Thomas Dufont. Bah salut, alors je suis ravi d'apprendre que j'étais à Roland Garros parce que c'était Erwan, mais oui c'est vrai que j'aurais dû faire la blague. C'était Erwan, content de Thomas, bien les fait l'émission à jeun quand même. Je n'ai pas vu depuis 10h30, ça devrait bien se passer, ouais. On te voit bien, tu te régales, il y a beaucoup de sport. Ah bah je me régale, le printemps c'est le meilleur moment du sport, c'est le meilleur moment de la vie, les hormones et ainsi de suite, les soirées, les péniches, la vitamine D et de sortie. On a vécu un grand week-end de sport pour plein de raisons. Exactement, et on va en parler bien sûr dans cette émission. Mon second lui n'a plus de voix, il est à côté de toi d'ailleurs, normal. Son club de cœur Massy monte en Pro D2, monsieur Joseph Ruiz. On en parle maintenant, on n'en parlera plus après. Ah bah avec plaisir, non mais effectivement, mon club de cœur. Merci mon Joseph. Club de cœur, Ça marche toujours. Ouais, toujours, mais bon. C'est vrai que c'est un sujet hyper important, tout le monde était devant la télé. Hein. Sûr. Ouais, mais c'est passé Diffusé sur l'équipe 21, la chaîne L'équipe. Ouais, La chaîne L'équipe. La chaîne L'équipe, c'est vrai. J'habite en 2010 encore. Mais ouais, Massy remonte en Pro D2 et ça c'est cool, j'étais content. Voilà, qui a battu les Albigeois, j'ai quelques potes Albigeois, donc j'étais très heureux. Exactement. Et puis après les échauffourées de ce week-end, mon troisième est en plein lobbying. On a pu le croiser, notamment, tu avais raison, du côté de la Porte d'Auteuil, où il a cherché à trouver le préfet l'allemand ou le ministre Darmanin. Ils ne se sont pas croisés, malheureusement pour nous. Monsieur Erwan Abot. Comment ça va alors? Ça va et toi? Tu nous as fait faux bon la semaine dernière. Oui. Et je peux te dire que je me suis pas régalé. J'aurais préféré rester avec vous. Bah alors. Écoute, c'était une. Tu le sauras pour la prochaine. Oh oui, là, je peux te dire. Toutes tes dédicaces, on embrasse nos amis de Radio Côte-Varoise, un petit peu, on sait qu'ils nous suivent. C'est quoi cette Ouais, histoire, si c'est vrai. On a un gros fan club dans le bar. Des journalistes. Voilà, des journalistes. J'ai hâte d'avoir l'histoire entre les lignes. J'ai l'impression qu'elle ne sera pas racontée à l'antenne, mais on va en discuter bien sûr juste après. Et puis mon dernier a déclaré samedi soir, écoutez bien, sur les coups de minuit. Deux points, ouvrez les guillemets, le PSG a prolongé un joueur, le Real a prolongé sa légende. Monsieur Pollard. Oh non. Ça m'étonnerait que ce soit de moi, ça. C'est pas de moi non plus. Je l'ai pompé sur Twitter, c'est de Monsieur Giggs bien sûr. Mais je me suis dit que ça aurait pu être de sortie de ta bouche. Ça va, ça va, Polo? Ça va très bien. Fin de Giro, on va en parler tout à l'heure. Fatigué un peu. Et c'est pas sur le Giro qu'on s'est le plus régalé, sur les sports J'ai l'impression. Fallait être sur Twitter, j'étais inquiet pour toi ce week-end, je t'ai senti très mécontent pour le week-end. Un petit point sommaire les gars dans cette émission. On va parler du Stade Rochelais, ce sera la performance de la semaine. Champion d'Europe bien sûr de rugby. Le dossier de la semaine, alors il sera en deux parties. Il y aura le Real qui remporte sa 14e Ligue des Champions. On s'intéressera aux sportifs. Et ensuite on parlera un petit peu de tout l'aspect extra-sportif, tout ce qui s'est passé autour du Stade de France, ce qui s'est passé même en région parisienne en règle générale tout au long d'un week-end qui a été quand même assez particulier. Je pense qu'on fera écho aussi un petit peu aux événements de Saint-Etienne. Bref, vous l'avez compris, on va parler de sport, mais pas que dans cette émission. Mais on attaque tout de suite, surtout avec les news. Est-ce que ce qui a retenu votre attention, surtout dans ce grand week-end? Allez, partons tout de suite, Porte d'Auteuil, retrouver Lionel Chamoulot. Non, je rigole. On a Thomas Dufont justement pour nous parler les ambiances tennis. que j'aime ça. Les noms qui m'éveillent des choses. Lionel Chamoulot. Pour parler tennis dans cette émission, il y a deux thèmes sur lesquels j'ai envie de te lancer. La sensation Alcaraz, ça c'est le garçon dont on parle maintenant désormais toutes les semaines. Et puis, un incroyable match qui nous attend demain en night session. Mais j'en dis pas plus parce que je te laisse la main. Absolument, la première information, c'est qu'il n'y a plus de Français dans les deux tableaux, qu'ils soient féminins ou masculins. Alors les Français ont été valeureux parfois. On a eu pas mal de surprises. On a pu suivre les aventures de Mademoiselle Jean-Jean qui nous a régalé. Le comeback de l'année, on pourrait l'appeler. Mais on va surtout se projeter sur la semaine qui nous arrive. On va commencer par Carlos Alcaraz qui a battu hier en 3-7 Kachanov 6-1, 6-4, 6-4. On savait que c'était un prodige. Trop tôt, pas trop tôt. Bref, en tout cas, il est en quart de finale contre Zverev et on va pouvoir voir s'il est capable de passer un top 5 mondial. Écoute, ça va être un grand match qu'on pourra suivre tous ensemble. Il l'avait battu, non? Tout à fait, il a déjà battu. Mais Alcaraz est un joueur extraordinaire. On en parlait un peu tout à l'heure ensemble. Tom nous l'avait présenté pour ceux qui ne le connaissaient pas. Tous ceux qui suivent le tennis le connaissent évidemment. Mais il allie des forces mentales à la Nadal, de la force physique et un jeu propre à la Djoko, etc. Quand on verra s'il est capable d'aller encore plus loin dans ce tournoi, ce sera une très très belle surprise.
Alors évidemment, on met ce match en parallèle avec le futur Djoko Nadal, puisque les deux derniers finalistes se retrouvent donc en quart de finale. Djoko a démonté Schwartzmann, donc on avance comme ça. En revanche, Nadal a dû s'employer face à la pépite du tennis canadien, c'est Félix Auger-Aliassime. Match extraordinaire. On l'a tous vu ici. Bien sûr. Ça, c'est les grands matchs de Roland Garros en 5-7, au bout de soi-même. Nadal va chercher de ce 5e set. En fait, il y a un truc avec ce mec, comme beaucoup de sportifs, tu sais, au début, oui, t'aimes pas, Federer plus que Nadal. Avec le temps, il nous a juste convaincus. C'est juste le mec avec le plus de ressources de l'histoire du sport, peut-être. Hein. Tu vois, on pourrait en discuter tant il nous impressionne. Nadal est un joueur extraordinaire. Il a mal aux pieds. Il a joué 5 matchs sur terre battue avant ce tournoi. Il n'est pas du tout préparé pour aller au bout. Bon, bah, il y aura quand même un petit match face à Djoko. Le seul truc qui fait qu'on peut encore ne pas aimer Nadal, c'est les commentaires de France Télévisions. Ça n'a rien à voir avec Nadal. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Nadal. Tu sais quoi, j'ai lancé un chronomètre. Je me suis dit, quand est-ce que ça va tomber? Mais ça n'a rien à voir avec Nadal, hein, parce que tu as raison, tu peux que avoir de l'empathie pour sa combativité, son mental incroyable. À un moment donné, tu vois le jeune Canadien, il bronche pas, il est bien. Tu te dis. Et Nadal, t'as toujours l'impression dans Nadal, sans coupe de jeu, il est déjà au bout du rouleau dans le body language, ce qui est juste une image d'Épinal. Hein. Mais du coup, ce qui fait ses retours, cette manière d'avancer, de jamais baisser. Évidemment, moi, ça me fait penser aussi à LeBron James, qui était un joueur que tu as appris à connaître en disant, bah ouais, t'es trop fort. Et là, c'est pareil un petit peu avec Nadal. Mais oui, je dis qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'hier, les commentaires de France Télé, quand on voit Nadal se faire éliminer, ils sont pas bien les mecs. Hein. Ouais, tu sens que ils sont contents que le match dure, ils sont surtout contents que Nadal perde pas. C'est quand même des drôles de choses. Absolument. Le Canadien dont tu parles, Félix, est entraîné par Tony Nadal, hein, le tonton de. Fou, hein. Donc l'histoire a été fantastique. Il disait après le match qu'il a pas pu regarder le 5e set. Tu m'étonnes. Entre ton neveu que tu as entraîné pendant 20 ans et ton nouveau prodige. Bref, en tout cas, ce qui nous amène à l'info principale de la journée, puisqu'on savait que donc les 2 quarts de finale Zverev, Alcaraz et donc Djoko Nadal allaient se dérouler donc demain mardi. La question qui se posait et qui a secoué le monde du tennis, c'est sur quelle chaîne allaient être diffusées ces 2 quarts de finale. Alors soit sur France Télé, en gratuit, en journée. Nadal d'ailleurs a dit sa préférence pour un match en journée, ou sur Prime Video, qui a donc les droits, vous le savez tous, à partir de 20h15, 20h45. Donc maintenant le choix a été fait. Djoko Nadal sera en prime time sur Prime Video. On avait tous peur que ce soit seulement pour les abonnés de Prime. Moi, perso, je suis abonné, donc j'aurais regardé quoi qu'il arrive. Mais finalement, ça va être ouvert à tout le monde. Donc, même pas besoin d'avoir un compte. Même pas besoin d'avoir un compte. Tu peux, tu as juste à avoir l'application et tu pourras regarder ce fabuleux match. Le Zverev Alcaraz est à 14h30 demain. Donc, voilà, je pense qu'on va se regarder ensemble. Du coup, Laurent Luya en RTT, hein, parce que il l'a très mal vécu, puisque Roland Garros leur appartient, on le sait. Les mecs ont dit qu'ils achetaient des droits. C'est incroyable à quel point ils en parlent, ils envoient des pics, mais à toute la journée. Ça leur appartient en fait. Ça fait dès que le tableau est sorti, il y a eu ces discussions au sein des directions de France Télé et d'Amazon. J'ai des amis qui sont alors journalistes, qui sont pas haut placés, mais qui sont journalistes dans les 2 rédactions et qui disent que depuis 2 semaines dans les rédactions, tout le monde ne parle que de ça, de cette potentielle affiche. Et Nadal et France Télé mettaient une pression monumentale pour que potentiellement cette affiche se joue en journée. Et d'un autre côté, Djoko et Amazon, eux, mettaient une énorme pression pour que ça se joue en soirée. Finalement, il y a eu un accord qui a été trouvé, mais il y a eu une tension depuis le début du tournoi entre les diffuseurs et la direction du tournoi qui était apparemment étouffante. Ça se ressentait dans tous les couloirs. Alors, ça se ressent à la télé. Juste une info, Erwan, mais après, avant que je te coupe, pardon, il y a une info, il y a des raisons techniques et physiques aussi. C'est pas juste une affaire de gros sous, absolument. Faut savoir que quand tu joues à Roland Garros le soir, il fait beaucoup plus froid. Vous savez qu'à Paris, le soir, il fait plutôt 10 degrés plutôt que 20 degrés au soleil. Faut pas se faire avoir quand tu parles le matin. C'est clair. Et la deuxième info, c'est que la terre battue, ça n'a rien à voir en journée au soleil ou le soir, la nuit, quand il fait plus froid. Donc c'est des raisons qui poussaient aussi le Nadal à vouloir jouer en journée. On sait que Djoko sur dur, alors je mets des grands guillemets, on sera sur terre battue, mais sur dur, est impérial. Il y en a beaucoup qui disent que finalement la night session, qui était donc le dernier manquement de Roland Garros par rapport aux autres tournoi du Grand Chelem, c'est pas un délire de terre battue de jouer la nuit. Pour des raisons que je vais expliquer. C'est un truc de salle en fait. Ouais, donc en fait c'est cool d'avoir mis le toit, mais finalement ça perd un petit peu de la particularité qu'est la terre battue de jouer la nuit. Qui était, raconte-nous un peu, qui était. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, t'as quand même servi à un moment donné, hein. Pour le match. Une putain de double faute. J'ai mis 2 balles directes dans les tribunes, merde quoi. Mais non, alors moi j'ai pas du tout. Tu vois, je l'ai découvert avec ce
cette histoire autour de Nadal, Djokovic. Mais oui, il y a beaucoup de spécialistes qui disent que jouer la nuit, tu as raison, sur terre battue. Donc finalement, la night session, c'est cool, mais ça enlève un petit peu de ce qu'est la terre battue, de ce qui fait la spécificité de la terre battue. Pour revenir sur les droits, arrêtez maintenant de croire que des droits appartiennent à des chaînes. Des droits, ça s'achète. Alors oui, pendant des années, on a vu Roland Garros depuis même des années maintenant, on voit Roland Garros sur le France Télé. Il n'empêche que la NBA, ça a été pendant des années sur Canal, c'est passé sur beIN, et peut-être qu'un jour ça ira ailleurs. On a vu la Ligue des Champions être sur TF1, aller sur Canal. Aller partout, on peut le dire. Aller sur RMC. Bon, c'est une fille de jouer. La Ligue des Champions, c'est la plus grande michetonneuse. Mais honnêtement, c'est un truc de journaliste has-been de croire que des droits nous appartiennent, qu'un sport nous appartient, parce que un boss parce qu'une chaîne achète des droits. On est en 2022, on a bien vu que maintenant les choses changé. Ils sont beaucoup plus volatiles qu'avant. Étaient volatiles, donc arrêtons que les journalistes se pensent que un sport ou des droits leur appartiennent. C'est le pire truc du monde, ça. Mais de manière plus globale, et je suis 100% d'accord avec Erwan, on parlait avec Tom avant l'émission du tweet de Nicolas Mahut qui prenait l'exemple du Tour de France, qui est aussi une espèce de chasse gardée de France Télévisions. Attention, à force de croire que tout leur est dû, il faut peut-être parfois aussi savoir remettre en question la manière dont on traite ces événements, la manière dont du rapport qu'a notamment un public peut-être un peu plus jeune que le public historiquement de ces compétitions a que de consommer justement ces courses ou ces événements sportifs. Je pense ils sont à la première de quelques déconvenus quand même pour la suite, nos amis de France Télé. Sans faire l'avocat du diable, c'est aussi, je pense, la défense d'une certaine idée du service public sur certaines compétitions, entre guillemets. Après, je te rejoins complètement sur la qualité du traitement. Il a bon dos, le service public. On est surtout content de venir sur sa quinzaine, avoir tous les accès. Venir croquer. Après, j'ai pas le vouloir. Les mecs, depuis 25, nous les premiers, depuis 25 ans, ils sont habitués à avoir le all access sur Roland. Avec tous les avantages que ça comporte. Donc je me doute que ça doit les piquer un peu sur des journalistes plutôt vers la fin que des journalistes jeunes, ça doit les piquer. Maintenant, il n'empêche que c'est la réalité du monde de journalistes actuels. Donc il n'y a pas besoin de chialer. Il y a peut-être essayé de proposer des choses, il a raison Polo, un peu plus moderne peut-être de temps en temps. Et juste pour ajouter sur un night session, paraît-il que le toit, tu sais, qui a été installé à Roland Garros n'est pas aussi hermétique que ce qu'on peut retrouver dans d'autres sur d'autres grands chelems. TFX Arena, il y a toujours FTX, c'est à cause des Roland. Pour le coup, j'y étais lundi dernier. Il a plus dur et le toit. Oui, la pluie est hermétique, mais c'est plus. C'est au padel, Erwan, ça n'a rien à voir. Casa des padel. J'ai confondu Casa des padel et la femme qui connaît les padel. Et l'anglais, excusez-moi. Le froid, en tout cas, une isolation thermique, en tout cas, qui est pas aussi efficace que sur les autres tournois du Grand Chelem. Juste une petite critique là-dessus. C'est génial les night sessions. On se régale à regarder sur Amazon. Là, franchement, on peut le dire. Il y a un dispo génial. Il y a des équipes édito qui sont vraiment cool. Le seul problème, c'est que c'est vrai qu'un match de tennis, tu le fais commencer à 21h. Ça peut t'emmener jusqu'à 1h du matin. Minimum. Hein. Dans ton programme, quand même, pour même la gestion des sportifs, etc., ça peut quand même poser quelques soucis. À New York, on l'a vu, on se souvient des matchs finir à 2h, 3h du matin. T'as raison. Bon, bref, en tout cas, on a parlé tennis et on est allé très très loin dans ces news. C'était vraiment un régal, les gars. Joseph, tu vas nous porter des mauvaises nouvelles, malheureusement. En tout cas, si vous êtes supporter stéphanois et que vous nous regardez, puisque Saint-Etienne évoluera en Ligue 2 l'année prochaine, barrage perdu contre la JOCR au tirage au sort, au tir au but, pardon. Et oui, en effet, à la fin, ça s'est même très très mal terminé. Drôle d'ambiance du côté de Saint-Etienne. Ouais, effectivement. Bon, le miracle avait commencé à se créer pour Saint-Etienne déjà, qui devait descendre, mais qu'à la dernière journée, ils ont fini par arracher un barrage, un partout au match aller, un partout à la fin du temps réglementaire parce qu'ils égalisent sur la fin de la deuxième période. Pareil, là, c'est un peu miraculeux. Et puis finalement, tir au but et Birama Touré qui finit par mettre le but de la victoire pour les Auxerrois. Et donc, ça faisait 80 ans déjà qu'en Ligue 1, il n'y avait eu ni Saint-Etienne ni Bordeaux. Tout à fait. Et Saint-Etienne en particulier était présent en Ligue 1 depuis 2004. Donc, ça avait quand même eu une bonne génération. Et donc, Saint-Etienne, c'est un peu le bout du chemin pour pas mal de joueurs. On imagine qu'il va y avoir énormément de changements. La direction a déjà annoncé qu'il y aurait des annonces de fête. On ne sait pas encore. Mais on sait quand même qu'ils vont être vendus. On imagine, oui. Bon, Pascal Duprat ne va pas. Timing pour vendre un club. Bon, voilà. Après, donc Pascal Duprat ne va pas être reconduit. C'est une bonne chose. Il pensait à Batless, etc. Mais effectivement, il y a eu ces images à la fin terribles du public stéphanois qui envahissait le terrain. Ils ont carrément assisté à la séance de tir au but. Ils étaient déjà hors de leur tribune pour certains. C'était notamment les Green Angels. On sentait que c'était chaud. Mais sportivement parlant, déjà, c'est triste de voir Saint-Etienne descendre. Mais on a envie de dire que
c'était malgré le fait qu'ils avaient le 9e budget de Ligue 1. En fait, on le voyait quasiment arriver lentement mais sûrement. Ce club n'avait plus grande ambition. Et puis sportivement parlant, je ne sais pas qui se régalait à voir Saint-Etienne depuis un bon moment. Pas les supporters en tout cas, malheureusement. Mais voilà, c'était le bout du chemin. Et puis on sent qu'il y a ces images terribles, horribles. Alors je ne vais certainement pas excuser certains supporters, mais voilà, on sent qu'ils en avaient gros sur la patate. Et en un sens, pour certains, je comprends leur colère, mais après, pas leurs actes. Quoi. Ouais, parce que alors là, les gars, j'ai envie de faire un tour de table très rapidement. Moi, franchement, alors c'est vous d'ailleurs qui m'avez envoyé les premières images. J'ai pas pu malheureusement voir ce match hier. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, on en a vu des dingueries. Déjà cette saison, enfin déjà depuis quelques mois, parce qu'on peut remonter à l'année dernière, on a vu quand même des images assez folles. Dans ce week-end, il y a eu des images complètement barjo, mais alors celle-ci, je crois qu'elle est au-dessus de tout. Hein. Moi, j'ai des souvenirs très lointains du match au Vélodrome en 93 où ça tirait des fusées entre supporters opposés avec des images comme sur COP et des images qui étaient très prenantes. Là, ce que j'ai vu, c'est extraordinaire de frissons et de peur, dans le sens où on a vu un déferlement de supporters de Saint-Etienne sur le terrain, non pas pour fêter une victoire, un maintien ou un titre de champion, pour aller directement vers les joueurs et vers la tribune présidentielle et tirer des fusées dans des tribunes de leur propre stade et sur des supporters de leur propre club. Moi, je trouve que là, il y a une limite, il y a une barrière qui a été franchie et qui est intolérable. C'est que là, alors certes, la volonté, c'était de viser, je pense, visiblement les deux présidents et de leur montrer... Et les joueurs aussi. Un acte fort et les joueurs. Mais je suis désolé, à partir du moment où décemment, tu décides de lancer une fusée dans ton propre stade sur des potentielles familles. Parce il y a Elon Musk en général qui peut faire ça. Ah oui, il y a un enfant en bas âge qui s'appelle Zaidou Youssouf qui est connu, mais insuffisance respiratoire. C'est scandaleux parce que certes, tu veux peut-être faire passer un message avec ce genre d'acte, mais là tu mets en danger des vies de centaines de familles qui sont des supporters du même club que le tien et qui n'ont rien demandé et qui souffrent comme toi de la situation actuelle sportive de ton club. Donc c'est tout bonnement honteux. J'ai rien à dire de plus là-dessus. J'étais très choqué et j'espère que les sanctions seront vraiment très individuelles déjà parce que mais comment tu veux faire le gars là tu vas le reconnaître le gars qui est là. T'inquiète pas, en 2022 tu peux retrouver n'importe qui. C'était archi prémédité, tout le monde était cagoulé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les sanctions collectives au-delà des COP, même à la limite pour les Green Angels, ça a marché au Parc des Princes avec notamment le COP of Boulogne ou d'autres COP. Mais en tout cas, les sanctions totalement collectives et les huis clos global. Là, on rappelle que c'était un huis clos partiel. Les retraits de points, ouais, effectivement, il y avait en plus. D'ailleurs, tous les gars de la tribune étaient un petit peu partout, et c'est pour ça aussi qu'ils ont réussi. De manière, ça montre la fracture qu'il y a depuis plusieurs années entre les instances et les représentants de supporters. Comment tu mets pas une brigade? Alors c'est horrible, hein, on parle de sport et tout, mais comment tu mets pas une brigade de gendarmes en bas du virage, puisque tu sais très bien que s'ils perdent, et il y avait des raisons qu'ils perdent, eh bien il y allait avoir débordement et que ça allait être une catastrophe. Le problème, c'est que les Green Angels notamment étaient dans tout le stade, éparpillés dans tout le stade et prêts à en découdre dès la fin du coup d'envoi. C'est toi. Hier, j'écoutais l'after et pareil, justement, ça a duré 10 minutes sur ce sujet-là. Les supporters ont été, et certains journalistes ont pu témoigner, ils ont été étonnés en fait que donc plein des gars du COP là soient un peu éparpillés. Bon, pourquoi pas, ils avaient acheté leur place. Mais en fait, à 5-10 minutes de la fin, ils sont tous descendus, enfin de la séance de tir au but, ils sont tous descendus de la travée en disant vas-y, on s'est prémédité, on va faire une action coup de poing. Et donc c'est pour ça que dès que c'est fini, tu vois un déferlement de mecs, mais c'est vrai que ces derniers temps on en voit tellement, on en a toujours vu des envahissements de terrain, même pour les descentes. On se souvient de Nantes, évidemment, on se souvient de Lens, on se souvient à chaque fois, on se souvient de Monaco, c'était 4. Non, sur Stenbach. Mais voilà, en fait maintenant on a l'habitude de voir les mecs qui descendent. Là la grosse différence c'est qu'il y a des mecs qui ont pris des fumigènes comme des armes pour aller viser. Et quand je dis des mecs, ils étaient 50 et il y a 50 trucs rouges qui sont partis de la tribune présidentielle. Donc ça c'était vraiment, voilà, on a vu le gardien de d'Auxerre qui était par terre, on a vu lacrymogène partout. Apparemment, encore 1 heure, 2 heures après, il y avait encore les effets de la bombe lacrymogène, donc tu pouvais pas parler, ça te prenait à la gorge et tout. Enfin, bref, on marche sur la tête, mais bon, ça c'est au global, en France, les institutions et les supporters, la rupture, t'en parlais, elle est terrible.
On juste très rapidement pour bifurquer quand même un petit peu sur le sportif, on révoquera bien sûr tous les soucis, on parlera de ce qui s'est passé notamment au Stade de France ce week-end et forcément j'imagine que vous ferez écho même si les deux problèmes sont tout à fait différents. Ah, mais il y a des corrélations. Participe à certaines en effet corrélations juste d'un point de vue sportif les gars. Bravo au Serre, Alors déjà bravo au Serre parce que c'est Jean-Marc c'est quand même Jean-Marc Furlan en Ligue 1 c'est quand même quelque chose de 5e montée pour Jean-Marc Furlan. C'est incroyable ça. Maintenant on espère qu'il aura du temps et que sa méthode justement lui permettra de rester en Ligue 1 avec Auxerre, tout nouveau projet, des nouveaux propriétaires aussi également, un club qui a vraiment très très bien travaillé notamment au mercato estival de l'année dernière. Un petit mot quand même sur Saint-Etienne, un petit peu comme Bordeaux, je suis désolé de le dire, je suis très triste de voir ces deux clubs-là quitter la Ligue 1, mais je crois qu'ils en ont vraiment besoin, ils ont besoin d'une seule chose, c'est la purge. Bien sûr. C'est la purge quoi. C'est une vraie chance pour eux, on a vu les clubs qui descendaient en Ligue 1 et en Ligue 2 et qui c'était tout sauf un enfer de reconstruire des projets sportifs comme Strasbourg l'a fait, comme Toulouse l'a fait, les Toulousains ils n'ont jamais été aussi heureux, Lens aussi, qu'en Ligue 2. Et la Ligue 2, ils sont réinventés. Ils ont été obligés de se réinventer. Et des projets sportifs et humains. Et au final, ils reviennent bien plus forts. Je pense que Saint-Etienne aurait été entre la 10e et la 15e place de Ligue 1 encore plusieurs années si par hasard ils étaient encore restés. Et je vais même aller plus loin, ils seraient restés avec les mêmes dirigeants. Donc ça aurait presque pas été une bonne idée de rester en Ligue 1. Complètement. Et Romeyer et Cayazo, on a écouté la même émission hier soir, sont sans doute aussi un petit peu fautifs du laxisme qu'ils ont mis en place, notamment vis-à-vis des supporters, au-delà de la gestion sportive, bien évidemment, du club. Attention quand même, je le dis, c'est très tôt, mais attention quand même, vous savez qu'il y a une réforme de la Ligue 2 qui arrive, il y aura beaucoup plus de descentes, puisqu'on va recompacter, on va dire, la Ligue 2 à 18. Et pas de barrage pour monter. Et pas de barrage, exactement. Donc maintenant, il va falloir faire les bons choix, repartir sur un vrai projet, parce que ça peut se payer très très cher. On a déjà vu des clubs comme ça dégringoler, pas forcément avec l'histoire de Saint-Etienne et Bordeaux, mais c'est des choses qui peuvent arriver. La Ligue 1 passe à 18 et donc tout le monde... On peut dire que Metz, Bordeaux, Saint-Étienne, 3 clubs historiques qui descendent quand même la même saison, c'est jamais vu. Ouais. En tout cas, voilà, purge en Ligue 1. Et on espère surtout qu'ils réussiront à se réinventer. Erwan, je me retourne vers toi parce qu'on a les deux champions de conférence en NBA. Et donc, du coup, on connaît l'identité des deux finalistes des finales NBA. Ouais, on peut avoir un maillot vert et faire avoir des beaux résultats. N'en déplaise à nos amis de Saint-Étienne. Les Boston Celtics retrouvent les finales NBA 12 ans après leur dernière finale. C'était en 2010 avec Paul Pierce et compagnie face aux Lakers de Kobe Bryant. Ça s'était joué en 7 matchs. Donc, les Celtics qui retrouvent les finales NBA après un match 7 gagné à Miami 100-96. Le match 6 avait été incroyable avec notamment un Jimmy Butler de feu pour aller arracher un match 7 donc à Miami. Et finalement, les Celtics, un petit peu comme on les a vus pendant tous ces playoffs, de la maîtrise, une émotion, un basket pareil, maîtrisé. On va en reparler évidemment longtemps tout à l'heure de 22h à minuit sur la libre antenne sur Twitch. Mais on va revenir sur ce parcours des Celtics et cette gestion des matchs et des temps forts à chaque fois. C'est une œuvre globale avec évidemment un joueur qui est Jason Tatum à sortir, mais il y a une œuvre globale à revenir avec le coach, avec Al Horford, notamment avec Jaylen Brown, avec Marcus. Il y a plein de choses à raconter. On reviendra aussi forcément sur le run et ce qu'il a manqué au Heat. Et puis on se projettera évidemment sur cette finale incroyable face aux Warriors. Les Warriors face aux Celtics, c'est deux équipes historiques. Multiples fois championnes, mais c'est très très excitant. Ça commence jeudi soir et on sera évidemment live pour vivre tout ça. Excellent les gars. Dispositif justement pour les finales NBA. Tous les matchs, il y aura j'imagine des débriefs live react pendant chacun des matchs ou pas? On se retrouvera tous les jours de match. Regarde, super. Alors ce soir libre antenne avec la prévue des finales à retrouver morcelé sur YouTube, mais tous les soirs de match, on se retrouvera avec Erwan et Rémi Averchon sur Winamax TV pour une preview de chaque match, donc de 18h à 19h. Rémi est sur place, donc on aura des infos super fraîches grâce à lui. Et puis ensuite, nous, on regardera ensemble le match ensemble. Et puis ensuite, on sera en direct sur Twitch, encore une fois. Donc, en fonction du match, c'est 2h ou 3h, mais vers 6h du mat, on se fera 45 minutes de débrief à retrouver directement sur YouTube pour être vraiment toujours au plus près des matchs. Et de jolis nights, en tout cas, vous attendent sur First Team et n'hésitez pas, bien sûr, à aller rejoindre toute l'équipe. Polo, je me retourne. Un autre monument s'est arrêté. C'était ce week-end. Petit monument, paraît-il. Petite tour Eiffel. Ce Giro 2022. On a quand même un vainqueur. Il s'appelle Jay Hindley. C'est comme Hindley. Jay Hindley, excuse-moi, désolé. Pas de Joe Ingles, même c'est reconverti. Nationalité. Ah, très bien. Nationalité. Petit Giro, tu me le disais, raconte-nous un petit peu. D'ailleurs, vous êtes deux à pouvoir nous en parler, les gars. Paul le fera très bien. Pourquoi ce petit Giro?
Petit Giro parce que déjà vous connaissez pas le vainqueur. Oui, c'est vrai. Non mais ça peut paraître bête. C'est l'Australien. Nous sans faire de mauvais jeu de Drôle de mots. photo derrière quand même. Nous on a le nez dans le guidon sans mauvais jeu de mots avec Joseph. Donc Jay Hindley est quelqu'un qu'on connaît bien, qui avait déjà fait podium sur le Giro il y a maintenant 2 ans, mais qui n'avait rien fait depuis. C'est une surprise, on va pas se mentir. Ni Robin ni moi l'avions mis dans notre top 10 avant ce début de Giro. L'Australien de 26 ans qui va chercher une magnifique victoire dans sa carrière, mais qui profite d'un Giro pas la meilleure volée, pas le meilleur volet de ces dernières années. Un Richard Carapaz qui était l'ultime favori, qui a craqué, et là bravo à Jay Hindley de l'avoir fait craquer sur l'étape reine de ce Giro, l'étape qui a eu lieu samedi, la dernière grosse étape de montagne où il a vraiment détruit tous ses adversaires. Du coup, Richard Carapaz et Mikel Landa. Donc oui, certes, un Giro un peu tristou. On va se consoler avec le fait que Jay Hindley, certes, n'est pas le plus connu des cyclistes, mais il est un très beau vainqueur. Et avec un Arnaud Démare, le Français, qui nous a régalé pendant ces 3 semaines en Italie, avec 3 belles victoires d'étape, un maillot par points, un maillot cyclamen ramené pour la 2e fois chez lui en France. Donc bravo à Jay Hindley, bravo à Arnaud Démare. Énorme regret de ne pas avoir eu Romain Bardet finir ce Giro. Je vais te lancer là-dessus. Lui qui aurait dû, pour moi, s'il était à 100%, Dis-leur. oui, il aurait gagné. Je pense qu'il l'aurait gagné. Mais voilà, toujours pareil, le cyclisme français, quand on parle de grands tours et de courses par étapes, c'est compliqué, ça se refuse encore. Avec des si, C'est ça. évidemment. Depuis la victoire. Coupe du bois, c'est tout. Philosophe là-bas. Non, mais c'est vrai. Depuis la victoire de Jalabert sur le Tour d'Espagne, on attend. Ça commence à faire long. 97, non 96 ou 97, j'ai un 97. On est dans ces années-là. Et du coup, Bardet, c'est pas pour cette année. Très frustrant parce que, honnêtement, comme dit Joseph, je pense qu'il avait sa carte à jouer, qu'il aurait peut-être gagné, même si Jay Hindley, à ne pas sous-estimer, a été extraordinaire sur ce Giro. On pourrait le retrouver sur d'autres grands tours. Qu'est-ce que tu prédis comme avenir? Il y a Starac, je crois, à la rentrée, là, sur TF1. Qui a volé. Star 80. 95 on vit dans le chat là, Bravo, pour Laurent Jalabert. Écoute, Jay Hindley, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que maintenant notre esprit est focalisé sur le Tour de France. Bien sûr. Thibaut Pinot et David Gaudu reprennent leur préparation pour le Tour avec les courses dès demain. C'est ça qui va nous intéresser maintenant. Le Tour de France arrive maintenant. Des nouvelles d'Alaphilippe, je te coupe, Bruno, mais des nouvelles d'Alaphilippe quand même. Il a dit qu'il espérait y aller. être au départ du Tour. Il espère être au départ du Tour. On en parlait avec Joseph et Robin. Je pense qu'il y sera. Il n'y sera pas à 100%. Je vois pas comment physiquement c'est possible, mais c'est important pour le sponsor, c'est important pour l'image du cyclisme aussi de voir le champion du monde français participer au Tour de France. Physiquement, il a l'air d'aller bien. Est-ce qu'au niveau du coffre, au niveau de la caisse, pour faire 3 semaines, ça ira, et encore plus pour y faire des résultats, c'est une autre question. En tout cas, Julien a été très rassurant ces dernières semaines. On l'a vu un peu partout. On l'a vu notamment donner une petite interview à Cédric Baudou. On parlait de France Télévisions, en Roland Garros, où il avait l'air en pleine forme. Voilà, c'est ça l'intérêt. Maintenant, c'est ce qu'il a manqué à ce Giro. Pour nous Français, peut-être de s'enflammer avec des belles performances, notamment sur certaines étapes au classement général. On a eu Arnaud Démare, il nous a manqué Romain Bardet. Là, par contre, sur le Tour, on risque d'avoir Julien Lafilippe. Dans quelles conditions, on verra. Thibaut Pinot, David Gaudu, qui sont les 2 réels espoirs de bons résultats pour l'équipe de France. Enfin, pour l'équipe de France. Pour la nation française, puisqu'il n'y a pas d'équipe nationale. Et voilà, là, on espère arriver vite au Tour de France. On attend d'en reparler dans l'émission. Et bien sûr, les gars, on vous retrouve sur demain. Dès demain pour un débrief, j'imagine, important de ce Ouais, Tour. bien évidemment. Demain, entre 17h et 18h sur la chaîne, débrief du Giro en plateau avec Joseph et Robin. Et Avec on espère des titres un peu accrocheurs, comme le Giro 2022, pourquoi ça pue la merde. Voilà. Pour envoyer un peu le pâté, Ouais, parce comme que t'as c'est pas bon. Propose autre chose, c'était Giro 2022, nique ta mère. On peut faire des vues ou pas au bout d'un moment? Moi je veux bien les gars. Ça s'annonce une belle conférence de rédaction là. Ce sera pas en ces termes, mais le il y a sang, rien mais à L'émotion elle sera. Mais les pieds, Polo, t'as peur de quoi? Polo, t'as peur de quoi? On va peut-être tenter juste pour voir si on gagne pas 30% de plus. La question Bardet sera sur le Tour, très bonne question, parce qu'il semble quand même être le Français le plus à même d'aller chercher un bon classement général. Il sera sur le Tour dû au fait, il est déjà prévu d'être sur le Tour, mais plutôt dans un rôle de chasseur d'étape. Là, le fait d'avoir abandonné les taux lui permet d'avoir une bonne préparation pour le Tour, et il aura de très belles choses à jouer aussi le Français. Eh ben écoute, comme ça c'est magnifique. Et on va nous terminer bien sûr un petit mot de sport automobile. Il y avait un sacré week-end de sport mécanique. Il y avait de la MotoGP, il y avait l'Indy 500, il y avait surtout le Grand Prix de Monaco de Formule 1. C'est de ça dont on va parler évidemment. Avec, écoute, une nouvelle catastrophe pour notre ami Charles Leclerc. Charles Leclerc, en fait, depuis que c'est quand même une belle dinguerie. Alors, je t'avoue que T'as vu mon titre un peu accrocheur ou pas du synthé trahi à Monaco. C'est très bon ça. Ça me rappelle un titre de ce matin. Tiens. Non,
mais pour le coup, c'est assez fou parce que Leclerc, depuis qu'il est en Formule monoplace, notamment depuis qu'il est en F2, il n'avait jamais terminé un Grand Prix de Monaco. Souvent, il avait fait des erreurs parce qu'il l'a dit, il a une manière d'aborder ce Grand Prix qui est assez particulier. On rappelle qu'il est monégasque, que ce tracé passe en bas de chez lui, en bas de son ancienne école, en bas de lieux qu'il connaît beaucoup. Il se met beaucoup de pression, il a tendance à beaucoup surconduire. Et il a pu faire des erreurs par le passé, il a parfois joué de malchance aussi. Récemment, on en parlait il n'y a pas longtemps, il avait fait une parade avec une vieille Ferrari des années 70 de Niki Lauda 312T qu'il a cartonné parce qu'il a perdu les freins. C'est pas ce que tu allais commenter d'ailleurs. C'est ça, voilà, exactement. On était les premiers surpris en voyant les images. Bref, et là, ce week-end, tout allait bien pour lui. Il arrive en essai, il est le plus rapide en essai libre 1, il est le plus rapide en essai libre 2. Allez, le 3, il finit deuxième, mais pas très loin de Checo Pérez. Il arrive en qualif, il pulvérise tout le monde. Premier relais de la course, tout se passe bien. Il semble être vraiment au-dessus de tout le monde. Mais là, le hic, ça a été Ferrari qui lui a fait une catastrophe de stratégie. Lui réclamait de rentrer très très tôt. Vous savez, la course est partie sur des conditions humides. Et petit à petit, cette piste a séché. Donc tous les pilotes étaient obligés de partir avec des pneus pluie. Et à un moment donné, il a fallu choisir de switcher, en tout cas entre des pneus slick ou des pneus intermédiaires, ceux qui sont entre les pluies et les pneus, bien sûr, pour les pistes sèches. Lui demandait à sa radio de passer tout de suite sur les pneus secs. Ils ne l'ont pas écouté, ils l'ont fait passer sur les intermédiaires. Les mêmes clowns de Ferrari qui l'ont fait arrêter une deuxième fois quelques tours après. Ils l'ont fait perdre du temps avec Sainz qui était juste devant. Exactement. Et à Monaco, malheureusement, on ne peut pas doubler. Donc il s'est retrouvé piégé dans le train des leaders à finir 4e alors qu'il avait mis tout bout à bout pour réaliser le week-end parfait, gagner chez lui et pourquoi pas reprendre la tête du classement du championnat du monde des pilotes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est Max Verstappen qui en profite pour reprendre un petit peu d'avance. C'est quelques points, c'est pas énorme. Il y a 9 points entre les deux pilotes. Surtout, victoire de Sergio Pérez, qui est le premier Mexicain à gagner à Monaco, sa 3e victoire en carrière, et qui devient le pilote mexicain à avoir gagné le plus de Grands Prix en Formule 1. Et on est très content parce que c'est un destin, on en parlait d'ailleurs dans l'émission de ce matin des pistonnés, c'est un destin particulier. Il y a 2 ans, on pensait qu'il allait quitter la Formule 1 par la petite porte. Pour des raisons obscures, parce qu'il apportait pas assez de budget par rapport à ceux qui apportaient des budgets, malgré le fait qu'il... Le mec de Zara qui le finance derrière. C'est Carlos Slim, tu sais, le milliardaire... c'est pas Zara, c'est truc de télécom. Enfin, il y a un mec qui a des... Zara, il n'a pas que Zara. Mais il a Zara aussi. Il a Zara aussi, d'accord. C'est possible. On n'achète que chez lui, alors. C'est une des plus grandes fortunes. On n'imagine pas H&M en Formule 1, par exemple. Donc voilà, donc on est très content pour Sergio Pérez. Et Manu, il y a une question qu'il faut se poser quand même après ce Grand Prix. Alors certes, une première partie intéressante, une deuxième partie très soporifique. Quid de Monaco pour la suite? Il y a des renégociations en ce moment. Les voitures sont de plus en plus grosses, de moins en moins de possibilités de dépasser, si on admet qu'elles aient déjà existé. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus à l'heure où on est en train de renégocier pour la suite pour Monaco? Si tu veux, je pense que le problème, c'est que les négociations portent sur des histoires de droit et d'argent. C'est-à-dire que Monaco a un statut historique, donc du coup, Monaco paye moins cher que les autres pays, mais il y a des nouveaux pays comme l'Arabie Saoudite, comme j'en oublie plein, mais en tout cas des nouveaux arrivants, Bahreïn, etc. Voilà, des nouveaux pays émergents, on va le dire comme ça. Les États-Unis, pas encore, mais pour bientôt. Les États-Unis aussi également qui rajoutent des dates au calendrier et qui mettent énormément d'argent. Et du coup, il y a vraiment un déséquilibre. Et aujourd'hui, Liberty Media, qui a peut-être 30 ou 40 destinations qui se bousculent au portillon pour rentrer en Formule 1, se dit mais attends, on va pas continuer à faire des promotions à Monaco quand on peut prendre énormément de cash à côté. Donc, ce serait bizarre quand même un championnat du monde sans Monaco. Sans Monaco, ça serait terrible. Exactement. Parce qu'au-delà de la course, qui est de plus en plus chiante pour les raisons que Polo vient invoquer, il y a un glamour, il y a un truc là. C'est quand même par rapport à d'autres Grands Prix, j'ai l'impression que le monde entier a les yeux rivés sur Monaco, ne serait-ce que par les gens qui viennent voir le Grand Prix. Complètement. Tu vois, on le disait ce matin dans l'émission, Zidane, j'ai jamais vu sur un circuit de Formule 1. Il était là dimanche, tu vois, il y a plein de vedettes, les vedettes hollywoodiennes, etc. Benjamin a eu ses moments en disant on l'a jamais vu à Manicourt. C'est ça, c'est exactement ça. Et Patrick Juvet aussi. Il s'est fait discret, pas beaucoup. Et donc si tu veux, à Monaco, même de la MotoGP si vous voulez. Ouais, là ça risque d'être un peu dangereux. Tu me dis que les voitures sont trop grosses, Polo, je te propose autre chose. Le problème, c'est que les voitures seront grosses au minimum jusqu'à 2025 et je vois pas comment ils vont revenir sur les formats d'avant puisque les règlements sont figés pour quelques années. Et à Monaco, le Prince Albert l'a expliqué à Nice Matin ce week-end. Il a dit le problème, c'est que si vous voulez faire un circuit avec une piste beaucoup plus large, avec plus de zones de dépassement, etc., il va falloir que je fasse des travaux dans toute la ville. Donc en fait, c'est est-ce que tu massacres ta ville pour faire un super beau Grand Prix? Ça coûte énormément d'argent. Faut
Enfin bref, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc ma réponse, excuse-moi, j'ai été long. Pour moi, il faut garder Monaco pour les mêmes raisons que tu as dit, c'est-à-dire que c'est un symbole, tu es obligé, c'est l'histoire, c'est l'ADN de la Formule 1. Et il faut accepter qu'en effet, tu vas pas avoir de dépassement, mais tu auras d'autres ingrédients. Et quand tu vas avoir un dépassement, ils sont beaucoup plus rares, mais qu'est-ce qu'ils sont, entre guillemets, jouissifs à vivre. Et je trouve que c'est vraiment encore plus intéressant, encore plus passionnant. Tu as une qualification qui est la meilleure séance de qualification de l'année, bref. Voilà. Il y a d'autres ingrédients, il y a moins d'action en piste, mais il y a d'autres ingrédients, la stratégie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà les gars. On a tout dit. C'est parfait. Marcus Ericsson qui a gagné 500 miles. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire et Romain, il a fait quoi? Grosjean et Pagenaud. Il a craché. Ah mince. Il a craché Pagenaud. Il est dégueulasse. Je peux pas te dire. Je crois qu'il est en difficulté avec le meilleur Chunk Racing. Donc voilà les gars. Et Pagenaud? Et quoi Pagenaud, je pense qu'il est en difficulté avec. Il est dans une nouvelle écurie, meilleur Chunk Racing. C'est long, j'ai vu. Et voilà. J'ai pas le classement. Termine loin. Je vais pas te le cacher. 2 images, les enfants, pour se quitter sur ces news qui ont été bien longues parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, un beau point qui nous vient de Roland Garros. Filmé, je sais pas lequel de vous deux a filmé ce point. Il est pas allé à Roland Garros, Thomas. Non, je sais, mais en fait, je rajoute le. J'aimerais bien, si t'as des places. Il avait déposé son CV pour être ramasseur de balles, il n'y avait plus de place. J'imagine tellement bouillant. À 32 ans, ça va faire plaisir. Regardez ce point d'Alcaraz. C'était contre Kachanov, c'est ça? Bien sûr, c'était hier. Et regarde-moi ça, le petit winner. Alors, sur le lob, extraordinaire. On l'a pas vu venir. Oh là là, incroyable. Le talent à l'état pur. Mauvais, Quel incroyable joueur de tennis. Mais si vous avez un peu d'oseille à mettre, allez-y, partez sur notre ami. J'ai vu une espèce de minace qu'il a mis aussi, coup droit là. Oui, il a l'air d'avoir une sacrée palette, en tout cas, notre ami Alcaraz. Et puis, l'autre image de la semaine, on parlait de Monaco. Voilà aussi pourquoi Monaco, parfois, peut donner le frisson. Alors là, dans le mauvais sens du terme, même si tout s'est bien terminé, regardez le crash de Mick Schumacher, le fils de Michael, qui s'est fait une sacrée frayeur. Ça, c'est l'image que l'on découvre au moment, après avoir tapé, cette voiture qui est coupée en deux. Et on va taper. Ils ont mis du temps, ils ont eu peur pour lui. Il n'était pas arrivé il y a 2 ans ou l'année dernière qu'une voiture soit coupée en deux comme celle ça. de Romain Grosjean. Celle de Romain Grosjean qui était parti en feu. Alors là, on est vraiment content de le voir debout. Ça se coupe au même endroit, derrière. Exactement, au niveau des échappements. Et regarde, ça part d'une toupie toute bête. C'est particulier. Mais en fait, il a accroché le Tech Pro et c'était très chaud. Mais alors, il y a une question, moi, comment c'est possible? Parce qu'on tape sur un Tech Pro qui est visiblement fait pour. Jacques Villeneuve avait l'air de nous dire que justement, il y avait des barres métalliques dans le Tech Pro et que c'est ça qui aurait coupé. Il a dit ça à chaud, avec sûrement un manque d'informaation. Ça me paraît quand même surprenant que sur une matière qui est censée justement protéger, amortir ce genre de choc, comment on peut en arriver à... Tout à fait, Jamie. On retrouve Sabine. Alors, qu'est-ce que le Tech Pro? Alors oui, il aurait pu lui aussi se faire couper en deux. Non, écoute, pour le coup, je pourrais pas te répondre. Je sais pas du tout comment est foutu le Tech Pro. Il y a peut-être après. C'est mis dans la merde, c'est ça. Ouais, voilà. Mais non, mais en vrai, je sais pas du tout. Est-ce que c'est sur le premier choc, il y a la voiture qui commence à se disloquer? Est-ce que c'est une histoire d'angle? En Formule 1, on parle beaucoup des angles aussi. Parfois, quand tu tapes sur un certain angle, t'encaisses un peu plus de force, est-ce que le fait G, etc. Donc, dire peut-être certainement n'importe quoi. Est-ce que le fait que ça se disloque, c'est pas aussi peut-être volontaire? Si, clairement. Si ça se disloque bien pas, sûr. Bien sûr. Ça peut Bien sûr. Dixit Ayrton Senna. Oui, complètement. Le truc peut si c'est trop dur, ça, je sais pas, je dis sûrement n'importe quoi. Non, en fait, t'es pas loin de la vérité. On n'est pas en train de dire, faut pas qu'il y ait trop de résistance. Complètement. Bien sûr. Sinon, t'encaisses, c'est toi qui encaisses. Complètement. Non, ce qui est très important, on va essayer de le voir sur la photo, mais c'est un peu compliqué. C'est grosso modo, t'as une cellule de survie, faut pas qu'elle soit touchée. C'est ça qui doit pas se disloquer. Si le reste se disloque, c'est entre guillemets moins grave. Par contre, là où ça pète, t'as quand même le réservoir à essence, les échappements, etc. Si t'as un commissaire qui fume une clope au bord de la piste, ça peut finir en drame. On a encore le droit de faire ça. Fort heureusement, ils sont formés pour ne pas le faire. Le commissaire de piste, petite table télé bleue là, de camping, rosé, maillot de Liverpool. Ça s'appelle le Tour de France, ça, monsieur. Avec la caravane de l'autre côté vers le port. Bravo les gars, en tout cas pour ces news. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on parle tout de suite de rugby. C'est la perf du week-end. Les meilleurs moments de cette émission, c'est entre les jingles. Voilà. On ne pourra pas tout vous dire. Dommage. Mais un jour, on écrira un bouquin là-dessus si cette émission dure encore 20 ans et nous survit. Ah bon, le Stade Rochelais, les amis, a réussi l'exploit de renverser Leinster dans les dernières minutes de la finale, bien sûr, de la Champions Cup pour devenir champion d'Europe. C'était au Stade Vélodrome, victoire 24-21 des Rochelais. On a un expert avec nous, monsieur Joseph, mais on en a plusieurs, je sais aussi, autour de cette table. Oui, en effet. Ah, Massy. Ah, Massy. Joueur du siècle, à Massy. Merci beaucoup d'être là.
Parlons de la physionomie un peu, Joe, parce que les Maritimes ont été menés, toute la partie, et ont quand même réussi à renverser ce match dans les toutes dernières minutes, grâce à cet essai de Arthur Retière. Raconte-nous un peu, parce que pendant un long moment, on s'est dit, ils vont jamais pouvoir s'en sortir. Ouais, alors déjà, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de sports français qui vont relativement mal en termes de. On parle du tennis et du cyclisme notamment. Et là, on a un sport français qui va quand même très bien. Le rugby, pour le coup, cette année notamment, et même depuis 2-3 ans, on est plutôt gâtés. Et effectivement, La Rochelle qui va chercher donc son premier titre européen contre le Leinster, voilà, qui est une équipe irlandaise. Et c'est vrai que le Leinster, moi je l'avais dit la semaine dernière, le Leinster était très clairement favori. Ils ont gagné 4 fois la Coupe d'Europe. C'est l'équipe d'Irlande, on peut le dire. Quasiment, oui. Il y a 14 titulaires sur 15 qui font partie de l'équipe d'Irlande titulaire. Donc oui, c'est quasiment l'équipe d'Irlande à 95%. Mais effectivement, ils sont 4 fois champions d'Europe. Ils ont laminé le Stade Toulousain en demi-finale. Donc La Rochelle qui arrive en étant un peu dans le doute parce qu'ils ne sont même pas qualifiés en phase finale de top 14. C'est pas la saison incroyable. Ronan O'Gara, le manager, était hyper critiqué par tout le monde. Certains joueurs étaient absents. Et puis finalement, lentement mais sûrement, dans le match, ils ne mènent jamais. C'est vrai, à la mi-temps, ils perdent de 5 points. Il y a 12-7. Et ils prennent le score à la 79e minute seulement. Mais voilà, je l'avais dit la semaine dernière, le Leinster était favori, mais voilà, La Rochelle est quand même capable de le faire. Je n'avais pas dit que c'était impossible. Mais pour qu'il le fasse, il fallait qu'il y ait des joueurs comme Will Skelton qui soient présents et qui soient bien présents. La réalité, c'est que Will Skelton a été présent. Alors, je ne dis pas qu'ils ont gagné que grâce à lui, mais il est un symbole de ce La Rochelle qui a été impressionnant physiquement parlant, mentalement parlant. Et puis, ils sont toujours restés dans le match jusqu'à la 79e minute, au moment où ils ont pris le score. Et c'est un sacre qui est amplement mérité et reconnu comme tel par le monde du rugby entièrement, quoi. La sortie de Sexton, c'est le tournant du match pour toi ou pas? Parce que beaucoup de médias spécialistes rugby ont dit que ça avait tout changé, en tout cas du côté de Leinster. Ça fait partie, oui, des tournants, parce que Jonathan Sexton est le métronome, que effectivement, quand La Rochelle, l'an dernier, bat le Leinster aussi en demi-finale, Sexton n'est pas là, et donc le Leinster sans Sexton, c'est différent. Maintenant, ce serait presque trop facile pour le Leinster de ne remettre la victoire de La Rochelle que là-dessus. Ils ont été pris dans, pour moi, à peu près tous les secteurs de jeu. Ils ont pris une leçon défensive. Ils n'ont jamais su changer de stratégie. Et donc, ils perdent 3 essais à 0. Donc, La Rochelle n'était pas favori. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que ce titre est amplement mérité pour la bande de Sexton. Et sincèrement, depuis quelques années, le Leinster est dominant. Mais pas contre La Rochelle. Mais pas contre La Rochelle. Voilà. L'année dernière, en demi-finale, voilà, ils les battent à domicile. Ils font une finale, ils se perdent contre le Stade Toulousain. Mais j'ai l'impression que cette équipe-là, même si La Rochelle n'est jamais favori, en tout cas, ils ont un truc contre cette équipe-là. Ils arrivent à bien les sentir. Alors, c'est pas la même du tout, la même physionomie du match que les demi-finales l'année dernière. Mais il n'empêche qu'au final, c'est toujours La Rochelle qui passe. Est-ce qu'il ne faut pas trouver la solution, justement, du côté du coach Ronan O'Gara, qui, j'imagine, doit connaître un petit peu 2-3 secrets de fabrication, pardon. Ça en fait partie, ouais, ça en fait partie parce que effectivement, en plus il connaît parfaitement cette compétition. Hein, c'est le joueur qui a marqué le plus de points dans cette compétition, qui a disputé le plus de matchs. Effectivement, il a mis un plan de jeu anti-Leinster qui a parfaitement fonctionné, un plan de jeu défensif. Où sincèrement ils auraient pu jouer, j'ai l'impression, encore 2 matchs comme ça, ils ne seraient jamais passés. Et puis après, derrière, ils ont réussi à les planter 3 essais en contre, mais aussi le dernier qui est un symbole de French flair, presque, j'ai l'impression de dire, avec une filouterie d'Arthur Retière qui est le demi de mêlée. Et puis ouais, bravo à La Rochelle. Franchement, ça fait plaisir de voir La Rochelle gagner, et particulièrement à Jonathan Danty, qui est un ami d'amis, et il a pas mal de souffert au Stade Français. Et désormais, il a adorable mec en plus, c'est un garçon très gentil. Et Joseph, comment tu l'as vécu ce match? Parce que moi j'ai regardé la première mi-temps, parce qu'après j'ai dû partir, je l'avoue. Mais le fait est qu'en première mi-temps, l'indiscipline de La Rochelle
face à une équipe qui avait l'air quand même très en place. La Rochelle met certes cet essai assez rapidement pour recoller au score, mais l'indiscipline et les coups de pied de Sexton, je me dis quand même qu'il y a une équipe qui a l'air beaucoup plus sûre d'elle et beaucoup plus sûre de son fait. Comment toi tu l'as vécu ? Est-ce que toi tu étais inquiet justement à ce moment-là dans ce début de match, ou est-ce que tu t'es dit que justement la Rochelle avait des forces à faire valoir? J'étais en train d'insulter l'arbitre, Polo, parce que c'est la question que je vais te poser un peu pour tout te dire. De manière sous-jacente, parce qu'il y avait quand même des coups de sifflet, j'y connais un petit peu, mais pas grand-chose quand même en rugby. Et à chaque fois, dans ce genre de contexte-là, des équipes anglo-saxonnes arbitrées par des arbitres qui parlent plus ou moins la même langue et qui sont plus ou moins cul et chemise, c'est toujours des questions que... Ouais, alors voilà, c'était Wayne Barnes, et Wayne Barnes a une capacité en fait, à siffler pour l'équipe qui domine. Et là, en l'occurrence, il a estimé que l'équipe qui dominait, qui ne marquait pas, donc La Rochelle subissait énormément, était beaucoup dans son camp, sans jamais prendre un seul essai, mais Wayne Barnes siffle souvent pour l'équipe qui domine. Et donc, dès qu'il y avait une demi-faute, Wayne Barnes sifflait. Donc, évidemment, La Rochelle était pénalisée. Mais moi, franchement, je devenais fou avec Alexandre et Emeric, Alex Priam et Emeric Milan qui sont avec moi sur Bureau Oval. On devenait mais vraiment fou parce qu'on se rendait compte à quel point il y avait un espèce de surarbitrage. Il était beaucoup trop présent. Et pour moi, La Rochelle ne méritait pas d'être autant pénalisée. Mais au final, La Rochelle était tout le temps dans le match, malgré des pénalités données vraiment trop facilement à mon goût. Donc on se disait, franchement, ils sont capables de le faire, Et à la fin, ils le font. Petite parenthèse, les gars. Information de Roland Garros, on nous en a parlé dans le chat. Jérémy, notamment 54, qui nous le dit. Tsitsipas, tête de série numéro 4, a trépassé. Il vient de se faire éliminer par Rune, le Danois, en tout cas, battu en 4-7. Voilà. C'est juste pour vous donner l'information. Et c'est une petite parenthèse, énorme surprise, en tout cas, du côté de Roland Garros. Juste pour revenir sur le rugby et cette victoire, bien sûr, de La Rochelle, on reviendra quand même sur cette résurrection pour La Rochelle, parce que il s'est passé beaucoup de choses ces 8 dernières années du côté du Stade Rochelais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement aussi d'état d'esprit ? On a souvent parlé, on parlait tout à l'heure de malédiction pour Charles Leclerc, on a souvent parlé de la malédiction des finales du Stade Rochelais, et Greg Aldrit disait ceci justement après le match. Toute la semaine, on avait dit qu'il fallait que chacun prenne un moment seul pour réfléchir s'il voulait vraiment cette victoire, que chacun se pose la question de savoir s'il voulait et s'il était capable d'aller chercher une victoire en finale. On a un groupe déterminé, pour rien au monde, on aurait laissé cette coupe au Leinster. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux sur cette finale qu'ils n'avaient peut-être pas fait sur les précédentes, Joseph? Déjà, la réputation de La Rochelle qui perd ses finales, moi je trouve qu'elle n'est pas du tout méritée. La Rochelle est en top 14. Ouais, voilà. Non, mais typiquement, c'est pas clairement, parce que La Rochelle est de retour en top 14 en 2015. Ils ont le malheur, j'ai envie de dire, l'an dernier, de faire 2 finales qui ne sont pas forcément attendues. Et cette année, d'y retourner encore. Donc, effectivement, 3 finales perdues de suite, tout le monde aurait dit, en gros, c'est des losers. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils se retrouvent en finale beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imagine. Et effectivement, cette année, il y a eu un changement de mentalité, notamment en amenant Ronan O'Gara. Et Ronan O'Gara a amené en fait, il n'est pas du tout dans l'identité de La Rochelle. La Rochelle, c'est un club qui est humble, qui fait pas trop de bruit, qui travaille de son côté. Il n'y a pas de star monumentale. D'ailleurs, son capitaine Greg Aldrit, c'est typiquement l'anti-star, alors qu'il est exceptionnel. Et en fait, en conférence de presse, il lâchait des saucisses, il chambrait, et tout le monde disait mais ça, c'est pas La Rochelle. Et même les supporters de La Rochelle ont énormément de mal avec Ronan O'Gara. Et au final, il a amené autre chose, un anti-La Rochelle, j'ai envie de dire. Contre-culture, quoi. Ouais, mais la réalité, c'est que au final, il a réussi. Donc peut-être, faut se poser des questions. C'est un peu les codes. Ouais, clairement. Et ça. Mais c'est dur pour un coach qui sent qu'il n'est même pas supporté par son propre club, par ses propres supporters. Ça va peut-être changer maintenant avec une Coupe d'Europe. Ouais, peut-être. À voir. Ronan O'Gara, faut voir. Maintenant, il va y avoir le top 14. Il va acheter un voilier des Sebago, ça va aller. Il va passer ses vacances à l'île de Ré, il sera bien accueilli d'ailleurs. Un petit short en tweed des Sebago, ça va être peinard, t'inquiète, ça va le faire pour Ronald. Et justement, maintenant qu'ils ont gagné une finale, maintenant qu'ils sont champions d'Europe, les Rochelais, on rappelle que c'est un club quand même qui a remonté en top 14 il y a 8 ans. C'est quand même une ascension assez incroyable. Il y a un gros match qui les attend contre le Loup dès le week-end prochain, qui sera décisif notamment pour la suite de leur saison en top 14. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que maintenant il va falloir aussi également compter ? Alors on comptait déjà sur La Rochelle parce qu'il y a quelques demi-finales, quelques finales qui ont été disputées. Mais est-ce que pour toi ça va justement ouvrir l'horizon de ce club pour bien sûr. Bien sûr, quand tu gagnes ton premier titre européen, que ça change l'image qu'on a de toi, ça change tout. Ça change tout.
nous, supporters du PSG, c'est ce qu'on attend depuis un moment, je crois. Je n'avais pas sorti le parallèle entre La Rochelle. Non, mais faut dire ce qui est. Bien évidemment que ça change tout, un titre européen, que ça amène une autre mentalité. T'as plus peur de perdre, en fait. Tu dis, si tu perds, t'as quand même une renommée. Donc bien sûr que c'est grave, mais t'as pas ce sentiment de honte, en fait. Parce que tu ne cours pas après, tu passes une étape. Donc La Rochelle, potentiellement, devient un mastodonte européen, parce que cette Coupe d'Europe, il n'y en a pas tant que ça qui ont accroché leur nom au palmarès. Mais c'est une ville, en plus, qui sportive. C'est une petite ville, La Rochelle. Contrairement à alors, c'est que dans le rugby, il y a des Agen, des Castres qui sont des petites villes, mais La Rochelle travaille très bien dans le sport de manière générale, mais pas mal de pognon quand il faut, et ça se voit avec le rugby. Et on peut dire aussi que dans ce beau week-end de sport à La Rochelle jouera les finales pour monter en Pro B. D'accord. Voilà, dans le basket. Donc voilà, c'est une ville qui vit sport aussi, avec notamment le rugby en fer de lance, mais il y a le basket aussi derrière. Voilà, je voulais faire une petite dédicace à notre sport favori. Et tu fais bien, et la Charente investit énormément sur beaucoup de sportifs, et notamment... Je sais pas s'il y a du foot à La Rochelle. À La Rochelle, non. Je sais qu'il y a le stade Rochelais, mais ça doit être assez bas. Je pense que ça doit être en N2, N3, à mon avis, quelque chose comme ça. Comme chat. Ça doit être ça. Merci pour ce point rugby. Aucune autre question, messieurs. On ferme cette conférence de presse. Le Loup aussi qui gagne. Oui, tout à fait. Qui gagne la Challenge Cup. C'est bien d'être rugbyman en France en ce moment après le Grand Chelem l'hiver dernier. Oui, c'était en hiver, à la fin de l'hiver. Il y a 12 ans, depuis 12 ans. On domine quand même sur la scène européenne. Trois clubs en demi-finale de Ligue des Champions, entre guillemets, vainqueur de la Ligue Europa. C'est ouf. J'ai Tom Ciaravino qui va pas tarder à nous rejoindre, qui me dit dans l'oreillette, c'est normal parce que Lyon a un ADN européen. Dans tous les sports. Réfugié féminin en foot et dans tous les sports, apparemment. Les filles qui sont allées chercher le titre hier, en battant le PSG. On va assurer le titre, si je dis pas de le doublé. Exactement, le doublé. Parce qu'elles ont gagné, en effet, la Ligue des Champions. Voilà pour cette page rugby, les amis. On va ouvrir une énorme page foot, une énorme page fait divers aussi, malheureusement, puisqu'on va parler de la finale de la Ligue des Champions. Mais je vous propose quand même, pour commencer, qu'on parle un petit peu de sport, qu'on parle du Real Madrid qui soulève sa 14e Ligue des Champions. Rien que ça, ouais. Et si le Real Madrid était en fait insubmersible, virtuellement éliminé, on se rappelle en huitième de finale, vous ne pouvez pas l'oublier d'ailleurs, en quart de finale, en demi-finale, le Real Madrid s'est offert au final sa 14e Ligue des Champions samedi, c'était face à Liverpool. Victoire 1-0 par la plus courte des marges, dominé. Les merengues ont quand même tenu bon face à des Reds de Liverpool qui ont buté sur un excellent Thibaut Courtois, auteur de 9 arrêts et logiquement élu homme du match. Alors les gars, on va revenir un petit peu sur cette rencontre. Déjà, la première chose qui peut nous interloquer, c'est que le Real gagne une Ligue des Champions sur une finale par cette courte marche. C'était déjà arrivé notamment face à la Juventus Turin il y a une belle 2 décennies même. Mais par contre, ce qui est quand même assez intriguant, c'est qu'au Real, le meilleur joueur est un gardien, en tout cas sur cette finale. Et ça, on ne l'a peut-être pas vu venir. Non, c'est sûr. On l'a pas vu, on l'a pas vu venir, mais en tout cas, au vu du plan tactique d'Ancelotti du Real, ça se tient en fait. On n'a pas vu on va pas se mentir. Moi, j'étais un peu déçu de cette finale. On n'a pas vu un grand match de foot qui a à peine commencé. Au moment où il y a l'ouverture du score, on a vu 20-25 dernières minutes, peut-être un petit peu plus bandante que le reste, mais à peine. Et donc forcément, quand on a vu cette équipe du Real avec ce bloc très bas, mais qui défend très très bien. Donc moi j'étais un petit peu déçu. Après, heureusement que Liverpool a essayé de faire des choses, de la maladresse, qui a jamais réussi à conclure cet temps fort. Et puis cet homme derrière toi qui fait certainement le match de sa vie, il a été fantastique. C'est vraiment le gardien moderne de 2 mètres qui a pris de la place et qui est très vite rentré dans la tête des attaquants de Liverpool. Moi je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Au contraire, Thibaut Courtois est le 2e meilleur joueur au Real cette année. C'est vrai, t'as raison. Après Karim Benzema, Thibaut Courtois est le 2e meilleur joueur. Alors on a beaucoup parlé de l'efficacité en attaque, on a parlé de Modric qui a débloqué les situations. Vinicius a été bon cette saison et en Ligue des Champions par moment a débloqué les situations, mais Courtois a été avec Karim Benzema le joueur le plus régulier. Sur tous les tours, il a sorti des arrêts extraordinaires, il a maintenu son équipe quand il était en galère, il a certes pris des buts, mais parce qu'en même temps devant lui, c'est pas les meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, non, mais il a pris des buts, mais c'est normal. Ça dépend, quand tu prends 6 buts en 2 matchs, en général, mais que t'arrives quand même à passer. Non, mais en fait, Thibaut Courtois, on a l'avènement d'un gardien qu'on savait très très fort, à l'énorme potentiel. Atlético, Chelsea, il a toujours été très bon. Là, il passe dans une autre catégorie. Là, aujourd'hui, c'est lui le meilleur gardien du monde, avec ce type de performance. Donc voilà, c'est à l'image de cette équipe du Real Madrid qui est surprenante.
déjà, et qui a toujours, tour par tour, prouvé qu'ils avaient des ressources à la Nadal. C'est-à-dire qui rompent... Non, il était au stade, d'ailleurs. Ouais, c'est Oui, bien sûr, qui est fan du Real, mais qui plie mais ne rompt pas. Absolument, c'est exactement ce qu'on retiendra de cet incroyable parcours du Real cette année. Et juste pour préciser, Christophe Lolichon a dit dans un média la semaine dernière, l'ancien entraîneur des gardiens du côté de Chelsea a dit que Thibaut Courtois, en arrivant au Real, avec le poids de l'institution, avait dû justement beaucoup plus travailler, a progressé, passé 30 ans. Et aujourd'hui, Lolichon disait justement que c'était incroyable de le voir faire ce genre de match qu'il n'aurait peut-être pas été capable de faire, même s'il était déjà à un très 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 haut niveau. La question sur laquelle j'ai envie de vous relancer, Polo, je vais aller chercher tout de suite. Dis-moi. Est-ce que la meilleure équipe a gagné samedi soir? Alors, c'est un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours une question un peu bête, c'est une question de journaliste, parce qu'on sait très bien qu'au football, c'est un des rares sports où t'es pas obligé d'être le meilleur sur la pelouse pour gagner. Vu que le score est rare, entre guillemets. Est-ce que la meilleure équipe, c'est pas l'équipe qui gagne au final? C'est toute une question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est une question qui a le Real Madrid rabat les termes, rabat les cartes. En tout cas, quand on peut se poser cette question, parce que si tu veux qu'on parle de meilleure équipe qui gagne, on peut se poser la question face au PSG en quart, on peut se poser la question face à City en demi, et on peut se poser la question aussi face à Liverpool, avec un Real Madrid qui a souvent été mis en difficulté, qui a beaucoup plié, mais qui n'a pas rompu, vous l'avez dit, qui a fait preuve d'une résilience extraordinaire. Mais est-ce que c'était pas ça aussi la manière de jeu du Real Madrid, le parti pris tactique aussi de Carlo Ancelotti et de ses hommes sur le terrain? Moi, j'aurais du mal à dire que que Liverpool a été une meilleure équipe. Si Liverpool était une meilleure équipe, elle aurait sûrement gagné cette Ligue des Champions. Le Real Madrid a rompu, a plié, mais n'a pas rompu. J'ai trouvé formidable de résistance. Et quand ça arrive une fois, c'est peut-être un coup de chance. Quand ça arrive deux fois, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose. Quand ça arrive 3 fois, dont un match en finale coup près, je me dis que peut-être que c'est de ce brin-là qui fait le Real. Et à ce jeu-là, j'ai envie de dire que non, c'était le Real la meilleure équipe. On me signale cet homme qui nous mettait la petite stat, 61 arrêts pour Courtois dans cette Ligue des Champions en 14 matchs. Moi, en tout cas, je peux y répondre à ta question. Non, clairement, pour moi, Liverpool est une meilleure équipe de foot. Mais il n'y a aucun souci avec ça. Mais le PSG a montré sur 2 matchs qu'ils avaient été meilleurs. Chelsea a montré, alors c'était un peu plus kiff-kiff, on va dire. Mais en tout cas, City a montré que c'était une meilleure équipe de foot. Sauf que ce sport est fait d'un poids différent. Mais même Chelsea. Ouais, mais Chelsea, c'est le seul avec lequel je peux un peu discuter, entre guillemets. Sur les 2 autres confrontations, j'ai aucun doute. Non, c'est sûr que c'est une équipe. Et même Liverpool, la première mi-temps de Liverpool, ne pas marquer, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La deuxième est bien plus équilibrée. Et clairement, le Real ne vole pas sa victoire. Je suis pas du tout en train de dire ça. Juste qu'avec ce qu'elle a montré en termes de collectif, auquel est valeur de courage, ainsi de suite, en termes de jeu, en termes de solidité, j'ai vu beaucoup d'autres équipes être bien meilleures, que ce soit cette année ou dans l'histoire du foot, depuis que je regarde le foot. Donc voilà, moi je suis très surpris par le fait que cette équipe soit allée au bout. J'ai l'impression que si c'est pas le Real Madrid, ce club-là, jamais tu vas au bout avec ce qu'ils ont proposé. J'en rêve absolument rien, bravo, c'est des merveilleux champions, mais voilà, à chaque tour, ils sont toujours en galère, ils ont des momentum de 10, 15, 20 minutes, ils arrivent à s'en sortir. Bravo à Ancelotti, bravo à cette équipe. Je reste encore un peu sur ma faim d'un point de vue du jeu. Justement, vous la placez où cette victoire du Real dans l'histoire? Parce que tu vois, c'est marrant, alors c'est toujours les grandes questions un peu grandiloquentes, mais c'est marrant, moi j'ai l'impression qu'il y avait vraiment 2 avis qui se contredisaient samedi soir après la victoire du Real. T'avais d'un côté ceux qui disaient, mais t'as vu le parcours, ils sortent Paris, ils sortent Manchester City, ils sortent Chelsea vainqueur en titre, etc. Liverpool en finale, etc. Beaucoup ont dit, c'est peut-être la plus belle, c'est incroyable, avec le lot d'émotions qui va aussi avec. En même temps, c'est vrai qu'on pourrait aussi, t'avais aussi le camp de ceux qui disent comme exactement ce que tu viens de dire. En termes de jeu, franchement, c'est pas ambitieux. Les gars, combien d'équipes là, on peut sortir des équipes qui ont été championnes du monde, qui ont gagné avec des champions, sans rien proposer. Sans rien proposer, je suis un peu sévère. Un tournoi d'été, c'est différent d'une compétition sur truc. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on voit des équipes un petit peu subir comme ça, et puis finalement s'imposer. Les Italiens ont fait ça pendant des années. Depuis 20 ans, on a quand même moins ça, franchement. Mais finalement, c'est comme des vieilles recettes qui ressortent de temps en temps et qui peuvent toujours marcher. Surtout quand tu as Ancelotti. Oui, mais c'est comme disait Thomas, c'est sur un tournoi d'été. Mais moi, je suis pas surpris. Ils ont eu les planètes alignées. Ils ont été portés par un joueur exceptionnel qui est Karim Benzema. Sur toutes les phases finales, on l'a dit, un gardien fantastique, 61 arrêts sur la campagne de Ligue des Champions. Vinicius fait des 8e, quart, demi et une finale de très très haut niveau. Derrière, ils sont solidaires, ils ont un milieu de terrain de l'expérience, ils ont, comme on l'a dit, subi, mais finalement,
Ils n'ont jamais baissé la tête. C'est l'année. Je pense que si l'année prochaine, ils refont ils proposent le même football, il y a moins qu'ils se fassent sortir en 8e. Mais il y a des années, dans le sport, on l'explique pas, les planètes étaient alignées. Et cette année, comme souvent pour le Real Madrid, les planètes sont alignées. Quand tu vois le match, excuse-moi Apollo, quand tu vois le match de Carvajal par exemple. Moi je pensais. Quel match incroyable! Franchement, tu vois, quand tu le voyais en 8e en quart, tu disais, mais non, mais c'est en demi. Il était cata. Il est magnifique dans ce match-là. Incroyable. Au final, je savais pas qu'il pouvait jouer à ce niveau. Tu dis où placer cette finale, Manu. Je pense que même au-delà du sportif et de la valeur intrinsèque de cette équipe du Real Madrid, c'est tout le contexte. Le contexte post-Sergio Ramos, post-Ronaldo, évidemment, post-prime Modric, Kroos, Casemiro, parce que leur prime, même s'ils sont encore extraordinaires, c'est plus leur prime. C'est cette génération Karim Benzema. Il y a le contexte aussi avec Mbappé, toute la pression qu'il y a eu autour du Real Madrid. Alors, ils l'ont géré comme ils pouvaient, notamment en visant un gamin de 23 ans toute la semaine, avant, pendant et après le match. Bon, ça les regarde. Mais au-delà de ça, il y avait quand même une immense pression pour ce Real Madrid de gagner. Imaginez ce qu'on aurait dit, imaginez le discours d'Mbappé, enfin le discours vis-à-vis d'Mbappé qu'on aurait sorti après cette finale, etc. Et gagner justement sans Varane, sans Ramos, sans Cristiano Ronaldo, avec justement une équipe new look, mais pas que, avec un nouveau leader qui est quand même Benzema. Je trouve ça assez extraordinaire. Et rien qu'en ça, cette Ligue des Champions aura une place énorme dans l'histoire du Real Madrid. Alaba, quand même, on peut parler d'Alaba. Ah oui, il a été fantastique. Qui a été bon, pas forcément toujours très bon. Mais en tout cas, sur la finale, il fait son match. Très bon, bien sûr. Exactement. Dans les grands moments, qui a souvent été là aussi. Non, franchement, ça fait kiffer de voir des runs comme ça. Moi, il n'y a que des gens que j'aime bien. Bon, il y a Karim Benzema, Carlo Ancelotti, pour qui j'ai une réelle empathie et qui est en train de réaliser quand même une œuvre de très très haut niveau sur l'ensemble de sa carrière. Non, franchement, voilà, on s'est tous pris alors peut-être moins les supporters du PSG suite à ce qui s'est passé en 8e et peut-être l'affaire Benzema, même si je pense c'est une bonne leçon. J'ai vu des grands matchs de France. Je pense que même si les joueurs, honnêtement, l'affaire Benzema, ils ont un peu rien à carrer. Au moment l'affaire Mbappé, au moment surtout de jouer la finale. Après, c'est plus des discours de supporters et de présidents. Non, écoute, moi, c'était leur année. Et surtout, voilà, on a vu un mec faire un run de 8e quart, demi-finale qui est exceptionnel. C'est Karim Benzema qui a mis un but qui, à mon sens, aurait dû être validé en plus. Justement, il y a une question très intéressante. Olympion RB, je crois, qui nous pose cette question. Il dit, est-ce que c'est la last dance de cette génération comme ça du Real? C'est vrai qu'on a du mal à imaginer, même si ça va être très difficile, on a du mal à imaginer qu'il ne va pas falloir, du côté du Real, se réinventer après cette compétition. Ils ont absolument tout gagné. On a vu des garçons, tu parlais de Modric, on pourrait parler de Kroos aussi également, qui sont fantastiques quand ils sont bons et parfois aussi un petit peu intermittents, qui peuvent disparaître un petit peu des différents matchs. Là, c'est peut-être le moment. Rappelle-toi, tu sais, il y a quelques années, il y avait le débat justement quand Zidane était revenu, quand Zidane était parti du Real puis était revenu. On avait dit Zidane n'a pas le courage de couper les joueurs qui l'ont emmené au sommet et cette génération absolument dorée. Là, il va peut-être falloir, malheureusement. Moi, je pense qu'ils peuvent pas partir avec les mêmes au milieu. Hein. Non, c'est sûr. Ils sont déjà les mecs. Tu vois, ils sont déjà, les gars. Je posais tout à l'heure la question où placer cette victoire du Real par rapport aux autres victoires historiquement. Sincèrement, cette victoire-là, comparativement, c'est la victoire qu'on n'attendait pas pour le Real Madrid quand ils perdent Cristiano Ronaldo et qu'il y a le club qui financièrement sent que ça va mal, qui relance potentiellement la Super League, qui pousse un peu pour ce projet-là. Tu sens que le club dans l'intérieur va mal. Et donc tu te poses la question et tu te dis, nous on s'attendait, on se disait voilà, le Real Madrid ça va être comme Barcelone, ça va être pendant 3-4 ans, voire un peu plus, élimination en 8e de finale, ils vont finir par revenir, mais là ils sont en bas du cycle. Et là en fait c'est en bas du cycle, ils prennent un titre que personne n'attend. Donc après à voir comment ils en ressortent, mais oui, il va falloir relancer la machine parce que là, le Real Madrid, sportivement, va mal. Et quand Thomas, tu dis que Liverpool était... il faut un doublé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Pas trop, non, pas tellement. Parce que en fait, le rival, le Barça, va encore plus mal. Non, moi, ça fait le ménage. Quand tu dis que tu t'y attends pas, c'est que le Real Madrid, qui n'est pas attendu pour gagner la Ligue des Champions, c'est un Real Madrid qui ne va pas parfaitement bien. Quand je dis va mal, je caricature un peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de son projet. Sur le principe, t'as raison. On est sur une fin de cycle et c'est ce que tu veux dire. Évidemment que à part Chelsea 2012, c'est très rare de gagner sur une fin de cycle. Voilà, à part Chelsea, c'est très rare. Mais en fait, le renouvellement, il est déjà en train de se faire. Tchouaméni va arriver. C'est vrai.
Camavinga est déjà là et a été important. Rodrigo est déjà là. Alors Valverde, c'est clairement pas mon joueur préféré, mais il est déjà là. Ils sont sur Geoffrey Dernis aussi. Vinicius est déjà titulaire et marque en finale des champions. En fait, Militao qu'on voit derrière, Ferland Mendy est déjà là. Courtois est pas vieux, c'est un gardien. Est-ce qu'Mbappé va signer? On sait pas. En fait, le renouvellement, c'est déjà fait. Non, moi, je vais surtout mettre beaucoup de crédit à Florentino Pérez qui allait rechercher Carlo Ancelotti. Ouais. En général, quand les mecs reviennent, c'est rare que ça se passe très bien. C'est rare. Non, c'est vrai. Là, pour le coup, ils sont allés chercher, peut-être le plus grand coach de tous les temps. Tu vois, on pourrait discuter en club. Ils vont chercher Everton. Hein. Ils vont chercher Everton, tout à fait. Après une expérience ratée, on peut le dire quand même, du côté de Bayern, c'est les joueurs qui le poussent dehors. Tout à fait, tu as raison. Donc, Pérez va chercher Carlo Ancelotti, le manager magnifique, et il arrive à tirer, alors là, pour le coup, ça va dans le sens de Joseph, à tirer le maximum d'un groupe. Enfin, maximum, il gagne quand même la Liga et la Ligue des Champions. Mec, c'est un truc. Surtout, donc voilà, ils sont en avance par rapport à la suite. Ils ont déjà gagné du temps. Camavinga, il a gagné combien d'années en une année au Real? C'est sûr, mais t'as raison, ils sont là, les mecs. On va voir si Tchouaméni arrive. Ça semble être en bonne voie, on verra. On va pas repartir dans les délires. Mais il y sera. Et je trouve que c'est important derrière de capitaliser sur la saison de Benzema, qui est dans son prime, qui va être Ballon d'Or l'année prochaine. Il faut à Benzema, qui sera officiellement, donc je l'espère, Ballon d'Or l'année prochaine, à ce mec-là, tu dois lui mettre une équipe pour en tout cas, refaire la même chose que cette année, c'est-à-dire faire un doublé. Tu peux pas te dire, on a gagné, on a tiré le maximum de cette équipe, on verra l'année prochaine. Et ça, je trouve ça plutôt bien côté Real, c'est que dès l'année prochaine, il va y avoir du 109 qui va arriver et que le Real, l'année prochaine, va s'attaquer en disant, on veut tout gagner encore. Rudiger va signer aussi. Ouais, donc il y a des noms qui vont être ajoutés à l'effectif, ça c'est clair. Il y a Schnoop-Again qui nous disait sur le chat, Schnoop-Again, tu sais, des fois c'est pas moi qui ai choisi les noms, mais bravo à toi quand même. Il nous disait, et c'était une belle réaction, il dit, mais les gars, si c'était l'Atlético qui avait gagné cette Ligue des Champions pratiquant ce type de football-là, qu'est-ce que vous auriez dit aujourd'hui? Qu'ils étaient champions. La même chose. Des champions. Surtout qu'eux, ils font ça depuis des années, c'est leur titre, ils ont été à quelques secondes un corner de gagner et tout. Mais moi, quand tu arrives avec un projet de jeu, une identité bien définie, que ça marche, que tu gagnes des Europa League contre une excellente équipe de l'OM, que tu gagnes des Ligas, des grands Real Barça, que tu fais 2 finales de Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux mecs? On va dire aux mecs, non, c'est pas comme ça. C'est pas assez beau, c'est pas assez beau. Non, mais on peut regretter la forme, le fond de jeu, et ainsi de suite. On peut le regretter, ça dépend de ta fibre. Oui. Quand il y a un projet qui t'amène loin. Moi, en tout cas, quand j'ai vu le style de jeu, je suis capable de dire que c'est sûrement pas la meilleure équipe que j'ai jamais vu gagner. Pas mon football, mais en tout cas, la meilleure équipe que j'ai vu gagner avec des champions. Si ça avait été une autre équipe, on aurait dit exactement la même chose. C'est pas parce qu'il y a un Français ou des trucs ou des gars qu'on aime bien. Mais à partir du moment où en France, on a reproché à Didier Deschamps le jeu pratiqué pendant la Coupe du Monde 2018, tu peux te demander aussi pourquoi on serait pas en droit de penser ça aussi. Mais et les supporters du Real sont très attachés à cette notion-là. Alors après, je pense que quand tu ramènes une Ligue des Champions et une Liga, on va pas sortir les mouchoirs blancs. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, les mecs, à un moment donné? Ils sont habitués au cavalier, les mecs. De toute façon, quand le Real va en finale, ils sont pratiquement sûrs de gagner. Il n'y a aucun doute. J'ai plus la stat en tête, mais je crois que c'est 2 finales perdues. Je crois que c'est un truc. Ils sont à 14-17 maintenant, je crois. Il y avait un truc comme ça. Et on peut aussi dire que donc la 14e, le deuxième, c'est l'AC Milan à 7. Oui, c'est vrai. Mec, c'est un truc de ouf. À 7, bon courage pour les rattraper. Ça va faire une belle hégémonie. Juste un dernier mot, les gars, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Liverpool. Juste un mot, parce qu'il va y avoir une transition quand même. On sent qu'il y a une transition qui se prépare à Liverpool cet été. Le départ du directeur sportif, son nom et prénom m'échappent, mais c'est un garçon qui a participé à construire ce superbe effectif qui avait notamment fait venir Jürgen Klopp, qui a fait venir les 3 fantastiques devant. Enfin bon, bref, je vous passe tous les travaux que ce garçon a mis en place et plutôt à raison. Départ de Sadio Mané annoncé du côté du Bayern. On a l'impression... 30 millions la saison, c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, 30 millions, parce qu'en fait, il lui reste un an. Oui. Il lui reste un an de contrat, indemnité. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Liverpool, il y a un petit peu de tristesse quand même après cette finale parce que tu as l'impression que c'est pas la fin d'une génération parce que l'ossature restera la même, mais quand même la fin d'une petite histoire, d'une première parenthèse, d'un premier chapitre, même si Jürgen Klopp restera bien évidemment au club, il a re-signé. Ouais, t'es dur. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'ils aient tout perdu en une semaine. Ils étaient à 2 doigts de récupérer le titre. Michael Edwards, excusez-moi le nom. Michael Edwards, absolument. On peut regretter que Mohamed Salah connaisse une année 2022 terrible. Ouais, terrible entre la finale de la CAN, contre le Sénégal déjà, contre son pote Mané, la qualif pour le mondial qu'il va pas disputer, là direct la première ligue puis la finale avec des champions, ça on peut le regretter.
c'est les grands clubs avec beaucoup d'argent, avec des IT, avec un coach qui a été prolongé. Non, il y aura peut-être des changements, mais on vient de voir un truc avec le Real, c'est que les hommes peuvent changer. Les grands clubs, en général, vont, quoi qu'il arrive, loin en Ligue des Champions. Liverpool, c'est une équipe qu'on va retrouver en demi-finale pendant très longtemps, j'ai aucun doute là-dessus. Donc non, faut pas être triste, ils peuvent l'être à cause de la finale et du fait qu'ils soient passés pas loin, quoi. Une belle frappe de Mané arrêtée par Courtois et une incroyable action de Salah avec encore un incroyable arrêt de Courtois. Celui-ci, mec, il est fou. Le bras là comme ça, là. C'est un truc de ouf. Un arrêt de hockey sur glace un peu. De hockey sur glace, ouais. Comment s'appelle notre français là en NHL déjà? Cristobal Huet, tout à fait. Donc ouais, non, faut être positif dans ce moment-là. Non mais t'as raison. Et puis après, il va falloir qu'il fasse des coups un petit peu pendant le mercato. C'est un énorme coup. On n'a pas été bon, mais c'est un énorme coup qu'ils ont fait. Konaté, extraordinaire. Konaté, c'est incroyable. C'est incroyable. En première période, il n'y a rien qui passait. Ah mon gars, incroyable. Donc ils ont déjà des mecs en fait. Ouais, non mais renouveler. Devant, on a un mec un gros coup un peu pour mettre des pions. Pour le départ, va falloir remplacer Sadio Mané quand même. Mbappé dans 2 ans. Ça y est, on refait des débats Mbappé. J'ai envie de prendre le pari. Je pense qu'Mbappé ira à Liverpool dans. Bah écoute, on verra. Écoute, on aura l'occasion. Il se fait insulter d'Hijo des putes en Espagne. Dans 2 ans, il sera. Dans 2 ans, il se fera traiter de son of the beach. Voilà. Toute l'Europe va l'insulter, tonton. Ça va beaucoup plus compliqué. Voilà les gars, en tout cas pour cette belle page Ligue des Champions. Malheureusement, on va continuer de parler foot. On va continuer de parler de cette finale de la Ligue des Champions. Mais pour aborder le sujet avec un peu de légèreté, un peu d'humour et énormément d'expertise, on va tout de suite accueillir notre ami Tom Ceravino. Il est où le XLR là? Bon, Tom est là, mais il faut juste qu'on branche. Attends. Prends celui de Manu. Non. Ouais, bah tiens, on va faire ça, mais j'ai 2-3 relances à faire. Il doit faire des relances. Je vais t'aider, attends. Oh putain. Incroyable ce qui s'est passé. C'est un début de chronique qui a l'air bien parti. Étonnant. Il est pas derrière l'autre truc là? Bon courage. Prends ma place, non. Prends ma place, moi je vais mettre là-bas. Bon courage pour lancer ta chronique. Le mec qui se met déjà le feu, quoi. Salut Manu, salut les gars. Allez, là, tu vas être bon. Ça va mon Tom? Pas l'habitude d'être à gauche, mais bon, allons-y. Oh non. Non, mais ça va. Il y avait rien à voir avec la chronique, Ça va très bien avec ta chronique. Excuse-nous, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est à gauche. Ah bon? Première nouvelle du tour. On n'a pas la même gauche. Rive gauche. On n'a pas la même gauche et la même droite. Bon, bref, vous l'avez compris, Tom est arrivé un petit peu énervé car Tom est en colère aujourd'hui. Il est allé voir la finale de Ligue des Champions samedi et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'est l'heure du mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Non, c'était un week-end de merde, je vais pas vous le cacher. Déjà samedi matin, j'avais le tournoi de pétanque organisé par la classe en 2. Bon, c'était annulé. Il paraît qu'un joueur est arrivé sobre sur le terrain. Bref, une catastrophe. Bref, je l'avais mauvaise, mais c'est pas grave parce que finalement, c'était rien dans mon week-end. C'était juste l'amuse-bouche, comme aiment dire les Parisiens, dès qu'ils assemblent une tomate cerise avec un bout de surimi. T'as vu, j'ai fait des amuse-bouches. Non, j'ai vu que t'étais une grosse radine surtout. Bref, le gros événement, c'était samedi soir. Finale de la Ligue des Champions, le summum de la saison pour tous les fans de football. La finale de la LDC, c'est un peu ce que sont les Oscars au cinéma, les Molières au théâtre ou la fête de l'UMA pour les joueurs de djembé. La finale de la Champions League, c'est quelque chose. Et pour une fois, j'allais pouvoir le vivre en direct avec un pote parisien qui, comme moi, allait avoir des étoiles dans les yeux, à défaut d'en avoir sur le maillot. Moi non plus, c'est pour les ça marche toujours. Le problème, Tom, c'est que l'accès au stade s'est pas vraiment passé comme prévu. Non, c'était un peu compliqué, je vais pas te mentir. Et pour beaucoup de trucs, déjà le déplacement. Pour aller au stade, je vais prendre le RER B. Mais comme dans tous les moments où les gens ont le plus besoin de se déplacer, t'as des syndicats qui se disent si on faisait une grève, écoutez-moi les grands décideurs des réseaux de transport. C'est pas parce que je suis bloqué dans mon RER blindé, coincé sous l'aisselle d'un homme un peu en surpoids que votre vie va changer. Le soir, vous allez rentrer pareil dans votre Clio délabré pour aller voir votre femme pour qui vous n'avez plus de sentiments et partager un repas sans saveur. Voilà, ça m'a un peu tendu. Et encore, moi, je suis français, donc les changements d'itinéraire, j'ai pu m'en sortir. Mais pour tous les fans étrangers, c'était déjà une première faiblesse dans l'organisation. Bref, passé cette galère, j'arrive enfin devant le Stade de France. Il est 18h30, je suis en avance, billet à la main, prêt à en découdre. Et pourtant, tu m'as dit que tu étais rentré à 21h30 dans ce stade. Oui, 3 heures plus tard. Je t'ai dit que c'était compliqué. En fait, quand j'arrive aux abords du Stade de France, c'est le zoo, je vais pas te mentir. Ça court dans tous les sens, ça se bouscule, les mecs grimpent sur des barrières. Clairement, tu rajoutes un taureau, on est aux fêtes de Bayonne. Alors j'essaye tant bien de mal d'atteindre le portique et là, paf, coup de matraque. Bon, dans le doute, j'enlève mon kawaii jaune, je me dis, il y a peut-être confusion.
Moi, je ne suis pas là pour manifester, hein, si ce n'est ma joie sur un but. Bon, par chance, un gosse est passé par là avec sa mère, donc le policier a changé de cible. En vrai, je rigole de la surréaction des policiers, mais samedi, ils étaient complètement dépassés. Hein. L'un des gros problèmes de cette finale, c'est qu'il y a énormément de supporters qui sont venus sans billets, en espérant les acheter sur place à la sauvette. Bon, sauf que Erwan pourra confirmer, tu te fais vite avoir avec des faux billets. Hein. Donc tu te retrouves avec plein de gars sans place qui essayent de rentrer dans le stade par tous les moyens. Rajoute à ça les mecs qui viennent en équipe pour raqueter les touristes, plein de cash, un régal. D'ailleurs, ça n'a pas plu au préfet de police, hein, monsieur l'Allemand. Il n'y aura pas de bague sur son nom. Bon, il paraît juste qu'il déteste le foot, hein, parce que quand il était petit, il était trop nul pour avoir le brassard. Au final, Pas tant que ça. faut connaître l'histoire. Au final, la finale a été d'ailleurs du coup retardée de 30 minutes. Ouais, j'arrive enfin à ma place. Et là, je vois une danseuse sud-américaine en plein milieu de la pelouse en train de se déhancher. Bon, je me dis, j'ai raté un épisode. Hein. Soit Neymar a signé au Real Madrid, soit il y a Camélia Cabello qui est en train de faire un show en avant-match. Et au final, le plus important, c'est même pas la rencontre, ni le résultat, hein, ni le fait que Mbappé refusait un club qui a gagné 14 fois la Ligue des Champions. Non, c'est que nous, la France, on est passé pour des guignols devant le monde entier. Hein, surtout que c'est pas comme si on organisait les Jeux Olympiques dans 2 ans. Hein. Cette finale, c'était presque un test pour l'organisation française, un bac blanc. Et visiblement, ça a pas trop révisé. Hein. Ça me rappelle mon pote qui disait toujours, j'y vais au talent. Aujourd'hui, il va à l'usine. On l'embrasse. En plus, le pauvre, il est en deuil parce que Saint-Etienne descend en Ligue 2. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Saint-Etienne, j'aurais pu en faire une chronique. Hein. Sympa les débordements. Il paraît que Pascal Duprat a dû ressortir cette tenue de CRS pour aider. Enfin bref, revenons-en à Paris, à cette finale de Ligue des Champions. Alors à qui la faute, hein, un peu à tout le monde, mais c'est bien la France qu'on pointera du doigt à la fin. Hein. Devant le monde entier, on a montré des problèmes dans le transport, dans la gestion des supporters et dans le déroulement d'un grand événement sportif. Devant le monde entier, on a surtout montré qu'on n'était pas encore prêt pour accueillir les JO dans 2 années. Quand on pense qu'on a tout fait pour récupérer cette finale à la Russie en guerre depuis des mois, pourtant samedi soir à Paris, le chaos était bien en bas de chez moi. Félicitations mon Tom. Et tu sais que pour tous les sujets graves de la vie, il faudra appeler cet homme et commencer avant de rentrer dans le technique et dans le détail. Tu fais faire une chronique et là après le reste glisse et cool. Merci beaucoup. Merci Tom, bravo. Très elle est incroyable. Je pense qu'elle est au moins top 3 de la saison celle-ci. Ah ouais, fantastique. Bah, c'était sa dernière, surtout il y a le monsieur le préfet allemand. Fais gaffe, en sortant, moi je te faire passer la gueule. Hein. Une colonne de CRS de vos médias. Les gars, on en profite, on va lâcher les sourires. La transition va être très très compliquée avec ce dont il va falloir parler, mais je suis obligé de vous lancer quand même là-dessus, les gars. Il y a eu les événements que vous avez tous suivis au Stade de France. Tom nous a rappelé un petit peu tout ce qui s'est passé, la demi-heure de retard, des supporters qui ont été molestés. Il y a une justification aussi également de la part de l'État qui a été assez compliquée. On nous expliquait au début que c'était les Anglais qui avaient dépassé un petit peu les bornes, qui avaient dépassé un petit peu les limites pour masquer sans doute des problèmes d'organisation. On ne sait pas trop à qui pointait du doigt. Est-ce que c'est l'UEFA? Est-ce que c'est l'État français? Est-ce que c'est tout simplement ceux qui ont foutu le bazar aussi? Parce qu'à un moment donné, c'est bien que, en effet, les organisations, il y ait des responsables dans les organisations, mais il faut peut-être aussi pointer du doigt les problèmes qu'il y a eu. C'est quoi votre sentiment un peu sur cette soirée? J'imagine un énorme gâchis, j'imagine une énorme souffrance quand même. On n'est toujours pas en colère. La honte. La honte. Il existe et il existera toujours des gens qui viendront foutre la merde. Peu importe, ça existera toujours, ça a toujours existé. Il y a des gens qui viendront foutre la merde. Ils sont les premiers fautifs. Voilà, déjà, les premiers fautifs. Qu'il faut condamner évidemment, mais ça existera toujours. Ça a toujours existé. Des mecs frustrés ou des mecs des sales mecs et tout. Ça existe et ça existera toujours en groupe, en bande qui viendront foutre la merde. Maintenant, on le sait. Donc déjà partir du principe que en fait c'est des gens qui viennent foutre la merde. Non, ça existe depuis toujours. Donc maintenant, si à ces gens-là, tu leur laisses la place, l'espace pour faire ce qu'ils ont fait, c'était en tort, c'est les institutions, c'est ces gens-là. Alors tu dis l'UEFA, tu dis l'organisation. Pour moi, tous ces gens-là sont les premiers fautifs. Alors oui, on va dire à un mec, c'est pas bien d'aller racketter les supporters du Real plein de cash évidemment que c'est catastrophique. Oui. Mais pour moi, c'est un autre problème. Si on laisse ces gens-là pouvoir venir attaquer en sortie de métro des supporters comme ça, c'est déjà qu'il y a un problème. On découvre pas les problèmes dans le foot, on découvre pas ce que le foot, malheureusement, peut engendrer aussi de pire socialement, parce qu'il y a un vrai lien social entre le foot et la vie de tous les jours. C'est une catastrophe. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le foot est le reflet de tous les maux et de tous les mal-être sociaux. Tu le sais. Et tu ne prépares rien. Et quand tu prépares rien, la seule solution, c'est d'aller massacrer les gens qui bougent et tu tapes dans le tas. Et on a vu des gens qui sont venus d'Angleterre
ou du Real Madrid qui n'ont pas pu voir le match, qui se sont fait racketter, qui ont pris des coups en plus de matraque, qui se sont fait gazer. Et derrière. Et qui avaient payé leur billet une blinde. Voilà. Ça a coûté une blinde. En haut, c'était 500 balles. Donc ça, c'est ça, nous, la France, l'accueil qu'on a fait pour un grand événement sportif. Et derrière, on voit des Darmanin, notamment, pour ne pas le citer, qui pointent du doigt les supporters anglais qui ont très bon dos. On connaît l'histoire des supporters de Liverpool. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on a laissé faire des gens et on est surpris encore que des choses comme ça puissent arriver autour d'un stade de foot. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire, comme vient de le dire Erwan, que c'est la honte. Que c'est la honte. On ne dit pas que ça n'arrive qu'en France. On a vu à Wembley à la finale de l'Euro, il y a eu des gros problèmes. Si on prend évidemment par-ci par-là, on se souvient d'à Marseille, les supporters qui se tapent. Ça arrive partout en Europe, ça arrive partout, surtout dans le football, hein, malheureusement. Maintenant, il y a eu un problème majeur aux yeux de tous. À ce moment-là, Audiovision, quoi. Absolument. On parle de plusieurs millions de personnes qui regardaient. Ce qui est dingue, c'est que les soucis, c'était le climax de la soirée. Mais en fait, sur tout le week-end, il y a eu plein de problèmes. On a tous été surpris d'ailleurs que les supporters de Liverpool soient venus autant en nombre. Alors, c'est dans la culture. C'est dans la culture du club. Avec un appel même de Jürgen Klopp aux supporters de Liverpool pour venir. Oui, absolument. Non, mais absolument. Après, Liverpool a toujours fait ça. Il l'avait fait, c'était à Madrid déjà, lors de la dernière, il y a 2 ou 3 ans. Et Makef aussi, absolument. Ils viennent en nombre. C'est ça, ils arrivent en nombre. Alors, il y en a qui essayent d'acheter des places, et puis il y en a d'autres qui vont dans les pubs, qui sont sur les fan zones. À Nation, il y a eu un sacré carnage. Mais ça s'est plutôt bien passé, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas eu de. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, il y a quand même des mecs qui sont fait casser la gueule, quoi. Où ça, à Nation sur des terraces, sur des terrasses, notamment, il y a eu des interventions policières. Donc du coup, on se retrouve, il y a eu des interpellations, c'est vrai, là-bas, même à Saint-Denis, il y avait une autre fan zone. Mais en tout cas, rien à voir avec le Stade de France quand même. Oui, absolument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'UEFA a demandé à la Fédé de gérer avec la gendarmerie, et qu'en fait on n'a pas été capable. On peut le tourner comme on veut. Il peut dire, le ministre de l'Intérieur peut dire que c'est la faute des supporters qui ont voulu vous le rentrer, je sais pas quoi. Tu as plein d'exemples dans d'autres villes, de d'autres événements où ça s'est bien passé. Donc pourquoi en France on n'est pas capable de se poser, de dire on va mettre les moyens, il faut mettre les moyens, il faut mettre des policiers, il faut mettre des gendarmes, plutôt que mettre des bénévoles, parce que ça a été un énorme problème. Tu mets au premier filtre, tu mets plein de gens qui sont payés soit des clopinettes, soit qui sont pas du tout formés pour pouvoir filtrer, et puis derrière tu t'étonnes qu'il y ait des problèmes. Effectivement, il y a eu aussi plein de bandes, tu l'as dit, et ça a été dramatique. Les gars ont profité du fait que les gens soient plein de cash pour aller les racketter. C'est catastrophique, mais tout ça s'anticipe. En tout cas, ça doit s'anticiper. Et comment ces bandes-là ont accès au dernier grillage avant l'entrée du stade? Alors visiblement, ces mecs-là peuvent aller aussi loin. Apparemment, il y a des trucs qui ressortent. Apparemment, il y a plein de gens qui étaient donc bénévoles et qui connaissaient certains des gars qui ont laissé. Il y a des vidéos, il y a une meuf qui laisse passer. Je te laisse passer parce que c'est toi. Tu as pas vu cette vidéo? Cyril Hanouna, le mec et tout. Pas Cyril Hanouna, ça. On va dire la vidéo qui Cyril Hanouna et on les voit passer. Donc voilà, on est juste dans un moment où personne n'est formé, personne n'anticipe, et on se retrouve comme des cons à être la risée du monde. Parce que c'est ça qu'on retient. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive. Il y a évidemment les JO qui arrivent. Donc, est-ce qu'on est capable de pouvoir organiser des grands événements comme ça? En tout cas, là, ça fait flipper. Polo, une petite réaction? Compliqué de dire un peu plus que ce que vous avez dit. Moi, ce que je vois, et encore une fois, pour prendre un autre pan de cette histoire, il y a eu plus de 130 arrêtés préfectoraux cette saison pour les déplacements de supporters, et j'en sais quelque chose parce que c'est un thème qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup, et on suit notamment avec Joseph beaucoup Pierre Barthélémy sur Twitter, qui est avocat, notamment avocat de beaucoup de bandes de supporters, qui était présent justement avec les supporters de Liverpool ce soir-là, et qui, comme beaucoup de supporters de Liverpool de plus ou moins importantes, de certains présidents de groupes de supporters, même un sénateur anglais était présent en tant que fan de Liverpool justement dans ce marasme qui était l'entrée pour arriver au Stade de France, et tous ont dit que les supporters avaient été d'un exemplaire et d'un flegme exemplaire, et que les problèmes sont venus de l'organisation et de la manière dont ont été gérés tout. À partir du moment où tu sors du métro jusqu'à l'entrée dans le stade. Et un très long chemin. Avec un entonnoir pour tous ceux qui sont au Stade de France à pied. Tu passes à pied sous le tunnel. Il n'y a pas besoin que ce soit le bordel pour savoir que ça fait flipper de ouf s'il y a le moins irréversible le tunnel. Non, mais il y avait un nombre de goulots d'étranglement catastrophiques. Ça commençait même sur la 1. On a fermé carrément la bretelle. Rafael Nadal a dû aller à pied en sortant de son véhicule sur la 1. Mais sur le trottoir de l'autoroute. C'est n'importe quoi. Ça a commencé là. Ils ont
placé des quarts de CRS justement pour créer ces goulets d'étranglement qui ont ni queue ni tête. Et ils ont fermé certaines portes parce que visiblement ils étaient complètement dépassés. Certains portiques de sécurité ne marchaient pas. Beaucoup de mecs ont réagi en disant moi j'avais ma place, la place marchait, je la passais sur le portique ne tourne pas, j'ai été obligé de passer au-dessus. Mais vous imaginez la honte que c'est. Mais encore une fois, on en revient. En fait, le truc des billets, tu peux pas arriver avec un billet, tu sais pas s'il est vrai ou s'il faut, au dernier rempart. Non, mais bien sûr. Tom fait allusion au fait que je me sois fait avoir à New York quand j'ai acheté des faux billets. Bon, bref, j'ai acheté des faux billets, je sais pas que c'est des faux, je me fais avoir. Mais en fait, quand tu arrives devant pour passer le truc, moi c'était le dernier portillon pour accéder à la salle, il y a du monde derrière toi. Et je le passe, le truc, je vois le rouge, et qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ah ben merde, attends, j'ai acheté les billets, c'est des... Alors moi j'ai compris. Une personne, moi j'ai compris. Mais imagine. Moi j'ai compris que je m'étais fait piner, donc j'ai fait bon, je sors du truc parce que. T'imagines, c'est un délit, hein. C'est un délit, hein, n'oublions pas. Enfin, non, mais c'est pas. Non, mais non, c'est ce que je veux dire, c'est que tu fais pas le parent. Tu vas me balancer. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'était aux États-Unis, j'avais de l'avis, mais tu vois, par exemple, en France, tu te fais pincer en train d'acheter un billet, tu peux avoir des soucis. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a la queue derrière toi, tu passes ton billet passe pas. Et en fait, tu te rends compte que c'est un faux, t'as compris, tu t'es fait avoir. Mais derrière, moi, je suis sorti du truc, je me suis extirpé. Et déjà, tu crées un petit mouvement de foule. Et moi, j'étais seul pour un match à une saison régulière où il n'y avait pas non plus foule de monde, rien à voir avec ce qu'il y avait au Stade de France. Mais imagine au Stade de France, ça, fois 200, avec des mecs qui disent attends, moi mon billet, je l'ai là, je passe. T'imagines l'enfer. Comment le premier check, les mecs peuvent arriver là avec des faux billets. Il faut que quasiment en sortie de métro, tout que tu montes ton truc, désolé, là, tu peux pas passer. Ouais, t'as un premier. Il faut en tout cas, ça s'organise. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont été obligés quand même de fermer toutes les entrées du stade. Il y avait qu'un seul tourniquet qui marchait. C'est ouf. D'où le fait que, d'ailleurs, on a tous été surpris. Je sais pas pour vous. Moi, j'étais pas du tout au courant. J'arrive devant, je mets TF1, j'attends mon petit duo, ils me disent c'est reporté. Je fais quoi ? Et ils parlent des supporters. Et là, heureusement qu'il y a Twitter, on va pas se mentir. Là, tu vas sur Twitter, tu fais les premières images des gars qui sautent, des supporters anglais qui sont parqués, là, comme on voit derrière toi, pendant encore une demi-heure, des gens qui sont rentrés à 22h après avoir payé 500 ou 1000 balles pour pouvoir rentrer dans le truc. Tu te dis, mais attends, les gars, c'est la honte. C'est la honte. En fait, on se rend même compte qu'on a eu de la chance qu'il n'y ait pas de mort. Alors, justement, c'est quand même dingue. C'est là-dessus que j'allais y venir. Beaucoup de spectateurs, je crois qu'il y a Stéphane Guy hier, qui était un invité de l'Afterfoot, qui a dit on a sans doute évité un nouveau Hazel. Bien sûr. On a sans doute évité un nouveau Hazel. Le drame Hillsborough. Oui, alors, Hazel, surtout parce que c'est finale de Coupe d'Europe, on va rester sur ce parallèle-là. J'ai du mal un peu avec ça. J'entends. Je suis d'accord avec toi. Le Hazel, c'est un vrai drame humain. Il y a plus de 120, il y a plus de 100 Oui, mais ce que dit Stéphane Guy. Faire un mouvement de foule, s'il y a un mort, Ce que Stéphane Guy dit, c'est qu'en fait, l'État français s'en est pris, ou en tout cas certains représentants comme le ministre Darmanin s'en sont pris à l'attitude des Anglais, mais que si les Anglais avaient été dans des attitudes comme ils avaient pu être dans les années 80, on aurait eu un nouveau Hazel. Parce que le Hazel, c'est clairement identifié, c'est les supporters Liverpool qui à l'époque sont des cinglés notoires. Des hooligans. Et clairement des hooligans qui envahissent la tribune de Turin avec les conséquences dramatiques qu'on connaît. Là, c'est pas du tout pareil. Non. Là, c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, Daniel Rillo a mis un tweet en disant que tous les gens qui avaient été mis en garde à vue, il y avait aucun supporter anglais. Voilà, zéro. Mais d'ailleurs, quand on parle de la catastrophe d'Hillsborough, elle est intéressante aussi dans le sens où c'était passé quoi ? Qu'à la base, les forces de l'ordre avaient dit que c'était, les autorités globales avaient dit que c'était la faute des supporters, que c'est pour ça que la tribune s'était effondrée. Et au final, 20 ans plus tard, parce que les supporters de Liverpool se sont battus pendant des années pour faire reconnaître l'inverse. Et donc, effectivement, le gouvernement et certains membres de la direction de la sécurité ont fini par être reconnus coupables. Et c'est là que c'est important. Et après, sur cette affaire-là, sincèrement, comment ne pas te rendre compte que, au bout d'un moment, quand tu entends la nouvelle ministre des Sports et Gérald Darmanin être parfaitement en accord l'un avec l'autre, qu'après la réunion ministérielle de ce matin, en fait, ils aient 5 arguments qui soient très identifiés sur les faux billets, sur la présence de supporters qui étaient munis sans billets, où ils sont tous d'accord, mais tu dis, mais en fait, vous êtes. Puis t'as le droit d'aller dans un autre pays, en fait. Vous êtes des menteurs. Parce que vous avez zéro faute, donc. Et quand tu ne reconnais zéro faute, c'est quand même qu'il y a un problème, surtout que sur toutes les vidéos qu'on voit,
on voit très clairement que les supporters de Liverpool, mais je trouve ça incroyable, mais ça fait très longtemps qu'en France, ça aurait gueulé ça va pousser. Ouais. On a tous connu ça. Et jamais, quand je les vois comme ça, être calme alors qu'ils ont payé leur place presque. Alors qu'il est 21h10, tu sais, que le match il est censé commencer. Ils avaient aucune info, parce que quand tu connais, quand t'es au stade, t'as plus du tout de réseau. Et donc là, t'es dans la merde. Surtout au Stade de France. Au Stade de France, c'est vraiment un stade catastrophique. Mais moi, j'en reviens à ce que je vous disais. 130 arrêtés préfectoraux cette année pour des interdictions de déplacement pour les supporters à l'extérieur. La France ne sait plus, la France ne veut plus gérer des déplacements de supporters massifs. Et on en revient à ça. On peut pas, d'un coup de baguette magique, dire on interdit tous les déplacements de supporters en France, partout, ou quoi que ce soit dans le football. Je parle du football parce que pour le coup, dans d'autres sports, ça se passe mieux. Dans le football, on ne veut plus de déplacements de supporters. Dès que c'est un peu risqué, on invoque les pires trucs possibles. Ah oui, bah là, en fait, les CRS, là, ils sont occupés là, sur la foire du Trône. Ils vont pas pouvoir s'occuper de la sécurité au Parc des Princes. Donc, les supporters lensois vont pas pouvoir venir voir le match au Parc des Princes. Par contre, on veut bien récupérer la finale de Ligue des Champions pour flamber. Ah bah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Toute l'année en Ligue 1. C'est ça qui est avoir 3 mois pour l'organiser, alors qu'il faut souvent un an, voire plus pour l'organiser. Ça leur a pas fait peur parce que ça voulait flamber, parce que, en plus, en donnant des leçons, je me souviens, je sais plus lequel de nos dirigeants footballistiques avait dit oui, mais au moins ça va se passer en France, ça va bien se passer, on n'est pas, je sais pas où, etc. Donc c'est catastrophique. On n'est pas les sauvages, quoi. Non, mais c'est limite ça. Et du coup, je sais pas comment, comme je vous l'ai dit, d'un coup de baguette magique, on a pu se dire on va pouvoir gérer un flux de 60 000 supporters de Liverpool, alors qu'on n'est pas capable de gérer 500 supporters de Lens qui se déplacent à Paris sur un déplacement de 200 km. Même quand tu as 10 000 manifestants aux Champs-Élysées, tu sais pas gérer. Donc après, on sort du sport. C'est un constat. Mais c'est un constat. Les gars, juste dernière question, promis, c'est l'ouverture. Après, on passe au quiz, on va se détendre. Tu l'as dit, Coupe du Monde de rugby l'année prochaine, Jeux Olympiques dans 2 ans. Est-ce que vous êtes inquiet pour ces grands événements qui arrivent en France ? Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce qu'on va pas mettre des années, voire des décennies de se remettre à cet événement-là? C'est d'autres populations. Tu penses que l'UEFA va nous refiler, par exemple, une finale de Ligue des Champions dans les 10 ans à venir? Non, c'est autre chose. Je pense que la France va avoir du mal à avoir de nouveau des événements sportifs de foot. Ça, c'est une réalité parce que la base, c'est que le dernier Euro, c'était parfaitement passé en France. Marseille, t'as oublié Marseille. Marseille. Oui, non, des bagarres, gros. C'est sur le Prado et tout. Il y a eu des morts. Les Russes contre les Anglais, c'est des images terribles. Russes contre Anglais. Je vois ce que tu veux dire, mais là, pour moi, là, c'est des Russes. Non, ça marche pas comme ça. Si, ça marche comme ça. C'est des groupes, puisque je vais expliquer quand même. Je sais que t'aimes bien le. Non, mais je vais t'expliquer. Les Russes, c'est quand même des mecs qui font du MMA, qui viennent se battre que pour ça. C'était un phénomène un peu nouveau. D'accord. C'est juste pour le dire. Donc, pour toi, c'était nouveau que les supporters se retrouvent dans les villes pour se taper. Non, je te dis que l'Euro 2016 c'est bien passé. Non, je veux dire, c'est juste ça. Les populations sont différentes avec le rugby déjà, et je ne parle même pas des Jeux Olympiques où ce sera 50% d'invités, 50% de gens qui sont très riches. Le rugby, il n'y a pas eu un derby Bayonne-Biarritz pour la montée en top 14 comme ça c'est culturel. Voilà. Faut battre tout. Pardon, excusez-moi. L'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse viennent viennent tous les ans, une voire deux fois au Stade de France. C'est des choses qui se passent globalement bien. Joseph me dira si c'est pas le cas, mais j'ai quand même l'impression qu'on touche là à d'autres populations. Et ça, pour le coup, on n'est pas inquiet. Tu avais raison pour un truc, c'est que là, ils ont fait un truc en 3 mois, ils l'ont fait à la va-vite, il n'y avait pas les gens, t'es pas formé. Une Coupe du Monde, tu le sais quand même 10 ans avant. Normalement, tu le gères bien. Les JO, tu le sais 10 ans avant. Normalement, ça va bien se passer. Le seul truc pour lequel on peut être potentiellement inquiet, en vue des Jeux Olympiques notamment, c'est le recrutement dans les services de sécurité, et notamment la société de sécurité du Stade de France. Il y a à peu près, ils veulent chercher des milliers de responsables de sécurité et ils ont énormément de mal à trouver. Et globalement, c'est la grande démission en France. C'est un concept qui arrive lentement mais sûrement, avec la démission dans les restaurants et notamment la démission dans les services de sécurité, et ça ils ont énormément de mal à les trouver, et au Stade de France ça a notamment posé problème. Et ça c'est pas une belle pub pour recruter du monde. Parce que 1000 € pour se casser la gueule et se gazer, moi même 2000 balles la journée, je peux te dire que les stagiaires, et grosse pense à eux, moi j'y vais pas. Avec Joseph, on a un de nos meilleurs amis qui bosse dans ce système-là, qui s'occupe de la sécurité à Roland-Garros en ce moment, et qui nous a dit un autre délire. Et figure-toi qu'ils sont en sous-effectif, et que à 3 jours du début de Roland Garros, il leur manquait 30 agents de sécurité. Oui, parce que la même agence de sécurité. C'est là Pascal Pro. Pascal Pro, c'est de la faute de Benzema. Mais
Il a raison, parce qu'il y avait Benzema sur la pelouse. Il y avait Benzema où on l'a pas dit. Vous avez raison. Ouais, non. Non, mais tu sais que quand tu dis qu'ils ont pris la finale de Ligue des Champions pour briller, c'est hyper intéressant parce qu'au final, ça les a pas emmerdés de prendre la même société de sécurité qui gérait Roland Garros, du coup. Mais au final, ils se sont dit, bah tiens, on va mettre une finale de Ligue des Champions en plein milieu. Bah Voilà. oui, bonne info. Voilà, en tout cas, pour ce dossier sur lequel on aurait pu passer des heures. Mais en tout cas, il va falloir, du côté français, arrêter avec le déni, en tout cas, concernant les ambiances autour du foot. Commencer à travailler et commencer peut-être à faire un petit peu le ménage. Peut-être faire l'autruche. Ouais, c'est aussi un dossier qui dépasse le cadre du foot. Il y a un super tweet. Cette saison-là, sur la gestion des supporters de foot français est dramatique. Mais c'est la faute des billets papier. Ouais. C'est vrai que si tu mets ton billet là-dessus, ça va tout changer. Tu fais l'autruche, tu veux pas gérer. Il y a Nice, il y a eu Lyon. Il y a eu les bagarres entre Lille et Lens. Il y a eu Saint-Étienne. Et attends, il y a un match dont on a beaucoup parlé, mais Lyon en Coupe de France. En Coupe de France, le Lyon PFC, il y a quelqu'un qui m'a raconté des histoires récemment. J'ai trouvé ça hallucinant. C'est une des pires histoires, c'est que ça. Ah non, mais ça, c'est une des pires. Semaine. Je peux te dire que les gens qui ont vécu ce match-là. Des parents surtout. J'ai rencontré un mec là qui était au stade ce soir-là, qui travaille au PFC. Il m'a raconté des trucs. Je te jure que c'est affligeant. Mais bon, bref. Mais c'est une triste saison. Il y avait un très bon tweet, un peu humour noir, mais qui disait je suis pas mécontent d'avoir pris mon abonnement Amazon Prime parce que j'ai pu voir du catch, du truc, du machin et tout. Mais bon, parce que Saint-Étienne aussi hier était sur. Oui, hier c'était aussi une très belle note artistique. Voilà les gars, bon, on va se faire un petit quiz quand même. On va rester sur ces violences du Stade de Marseille, France. évidemment, j'ai cité tous les clubs sauf Marseille. Je me fais engueuler. Évidemment. Mais on n'était pas les pires. Il y en aura toujours un pour attraper l'autre. La honte. Le quiz tout de suite, les amis. Ah là là. Pascal Pro était honteux, on en parlait pendant le jingle, ça on pouvait l'échanger avec vous puisqu'on est tous d'accord là-dessus. Les gars, allez, très rapidement, je vous ai fait un petit quadrillage aujourd'hui, des photos de joueurs qui sont connus, un peu moins connus, certains qui sont anciens, certains qui sont contemporains, on va essayer de les découvrir ensemble, chacun son tour. Peut-être falloir faire un petit toast là. Oh la vache, c'est quoi ça, attends. Si on peut la mettre en, je sais pas si on peut la mettre en plein pot, pardon, excusez-moi, ça serait mieux quand je parle dans le micro. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait, dans l'idée, je vais faire un toast, vous prenez pile ou pas. C'est dur de ouf ça. On va pas aller loin avec le toast du 10 centimes. Nous on prend pile, vas-y. Vous prenez pile, prenez face, allez, hop, allez, regarde, toast en direct, c'est pile qui l'emporte. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? C'est vous qui commencez. Il faut trouver les mecs. Il faut trouver les mecs, un par un. Il faut la laisser plein pot par contre. Alors du coup, attends, comment on fait? On trouve un mec sérieux. Tu prends une case un peu comme à la bataille navale, tu me dis par exemple, tiens, regardez les gars, si vous pouvez. Moi j'en ai un, si tu veux, je peux t'en dire. Ah voilà, tiens, par exemple. Archavine par exemple. Oui, tout à fait, Archavine. Attends, t'en bouge pas parce que je vais quand même mettre la réponse. Mais oui, Archavine, je le sais parce qu'il était là. Et qu'est-ce qu'on fait après du coup alors? Et bah après, c'est la passe aux autres. C'est la passe aux autres. Voilà, exactement. Tony Adams. Faut dire les plus simples possibles comme ça. On ouais, bien sûr. Les trucs. Tony Adams, c'est validé. On est bien d'accord. En régie, qu'on enlève si on peut retirer le chat, les amis en régie, voilà. Vas-y, on fait un chacun. Vas-y à toi, Joseph. Vas-y. Agüero. Je crois que c'est bien lui. On est bon. On est très très bon. Vous pouvez prendre suite droite, les gars, comme ça on l'évacue très rapidement. David Alaba. Ah d'accord, ok, si tu veux, ouais. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, on enchaîne. Alaba, il est là? Attends, là-bas, je suis pas sûr de le voir. Il est là, Alaba avec Bayern. Il est en C. Ah oui, il est là, pardon, je cherchais. Ouais, C6, on va jouer à la bataille navale. Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, vas-y, c'est impeccable. Exactement. Le premier qui se trompe, on va dire que c'est fini. Adriano, ouais. Adriano, tout à fait. Tu sais ce qu'on devrait faire, comme on fait l'un après l'autre, on devrait faire éliminer un par un. Oui, c'est vrai, un par un. Je sais que tu tiens à cette. Alors, partons là-dessus. Mikel Arteta. Oui. Mikel Arteta, bien évidemment. N'hésitez évidemment. pas à mettre plein pot, c'est pas grave, pour la double fenêtre, les gars. Merci. Vous allez voir qu'après, ça va se corser, il y en a quelques-uns qu'on découvre. Ouais, ça c'est bon, ouais. Comment il s'appelle lui déjà? Ouais. Je sais plus qui on a dit. Ah, ça je l'ai aussi. À Tottenham. Il joue à Lens. Ça bégaye déjà, ça bégaye en. Vas-y, dites un truc, les mecs. Assou et Koto. C'est bon, c'est validé. C'est lui, Assou et Koto, bien c'est vu. validé. Je regardais pas du tout là en fait. Assou et Koto, il est tout en bas, tout en bas à gauche. Ah oui, il était caché derrière. J'ai fait raconter l'anecdote, mais on la racontera bien évidemment pas. Ouais, attends, je te garde. Je dis, il est plus simple. Il y en a un très simple là, c'est notre ami qui était. Adebayor, tout à fait. Oui, Adebayor, il est là. Tout à fait. Adebayor, c'est fait. La face là, le. Xabi Alonso, on l'appelle. Xabi Alonso, c'est fait. C'est bon. Tout à fait. Il faut qu'on regarde où là. Attends, Arteta, on l'a dit. Lui, le petit là en bas, je le commence à être compliqué. On a dit Abidal? On n'a pas dit, hein? Abidal n'a pas été sorti. Tout à fait, Abidal, c'est bon. J'ai encore des petits chiens des Galapagos là. En scred. Il y en a des durs, hein. Oui, c'est lui. Qui ça? Agon
Oui, il est là, mais c'est Aston Villa, il est pas du tout en blanc. C'est ce que je voulais dire. Oh là là, il a dit en blanc, je suis choqué, gros. J'en ai. Tu t'en as un sûr ou pas? Bah ouais, j'ai celui que je t'ai dit. Bah vas-y alors. Freddy Adou. Freddy Adou, tout à fait. À Valence, Bravo. à Valence. Bravo. Moi j'en ai encore un. Alors lui c'est qui? Je sais pas. Ils l'ont dit. Ça c'est éliminé ça. Hop. Avec le maillot Rover là. Aston Villa, il passe à Aston Villa ou West Ham. Je confonds toujours. Non, avec Xabi Alonso et Anelka. C'est pas TV ça? Ça c'est éliminé ça. Erwan est éliminé hein. Je sais pas, vous avez une réponse ou pas? Mais non, on va répondre. Vous avez une réponse ou pas? Non, mais par contre, si tu veux que ça se finisse en bagarre, pas de problème. Moi, On est pas au Stade de France. et moi, je suis gagné. Donc on a le droit de dire c'était vrai ça, c'était vrai. Non, Et comme ça Manu dit oui, si c'est lui. Moi je les ai pas regardés, je les ai pas regardés, j'ai fait aucun signe. Est-ce que vous avez une réponse, les gars? Ouais, donc on va Vous gagner. n'avez pas de réponse? J'hésite sur un là. Le 2 là, de l'Argentin. Comment? Tu veux que j'y aille? Vas-y. Tac. Ayala? Mais oui, Ayala, il est là. bravo. Ah oui. Non, Est-ce que vous avez de quoi répondre, les gars? Moi j'ai un gars encore hein. Ouais. Moi j'ai le gars de l'AC Milan, c'est Ambrosini. Oui, On venait de le c'est bien lui. C'est bien lui. Massimo Ambrosini. Non, c'est plus vieux. Oh là là, le mec de Newcastle, j'ai envie de le tenter. Ah, il est compliqué, vas-y. C'est Asprilla. Non. Ah! Est-ce que vous avez moyen? Est-ce que vous avez moyen de passer? Alors attends, où est-ce qu'on n'a pas regardé? Alors moi je pense qu'en bas là. Attends, j'ai deux. Ah j'ai Zamorano là au Real en bas. Non. Bah si. Bah non. Il met son but. Non. Oui, Non. Vous le validez, le Zamorano? C'est pas Zamorano. Non, hein. éliminé, t'as dit Je vais Zamorano. faire comme eux, je vais prendre Morceau Arbeloa qui était plus facile hein. Ah bah lui. Vous avez des fumiers, si, c'est Arbeloa. Bah, merci, d'accord. Voilà. Énorme triche, hein. Non, mais j'avoue que là. parle pas. Non, mais- Di Stefano à côté d'Arbeola, non? C'est pas Di Stefano. Mais vous avez le droit à un joker, puisqu'apparemment. Ah, vas-y, attends. que tout à l'heure. Non, vas-y, laisse-le. Est-ce que vous en avez un dernier? En vrai, il y en a un, je suis sûr que vous l'avez. Bah Je suis oui. sûr qu'il y en a un que vous l'avez. Yann Wright. Mais c'est pas le même. Non, Arsenal à côté d'Ayala. D'où l'Arsenal? c'est la Roma ça à côté. non, de l'autre côté. C'est la Roma. On l'a dit, c'est Freddy Adou. Non, lui. c'est Freddy Adou, il est sorti. Il est à Valence. Vous avez une Ah non, réponse, c'est les avec gars? le Team USA, là. Il faut aller Non, vite. mais il y a Arteta. Mais on l'a déjà On l'a dit. Ouais, il a déjà déjà été dit. dit, ouais. Je Est-ce crois, que hein. vous en tentez un dernier non. ou pas? Ah non. Je l'ai, lui. Vas-y, tu l'as. C'est cadeau. Alors ça, je Les te gars, le vous donne. avez Ah ouais. 5 secondes encore C'est l'autre, pour me sortir quelque chose. T'inquiète pas, je Il y l'ai. a Son. Oui, En Young. Où tu vois Non, Son ah, c'est pas Son. Non, putain. C'est pas Son. Non, mais attends, je suis tombé. tellement j'ai. Non, mais je suis tombé dans le truc. Bien mais- tenté, mais c'est. Non, mais c'est pas Son. Le Son, il a mis deux. Est-ce que vous en avez un dernier? Moi, j'ai Hager. Oui, bien sûr, Voilà. Daniel Hager. Bien sûr, Daniel Hager. Gaucher de Liverpool, là. Exactement. À côté de Albon Glace. C'est une C'est victoire. mon gars. Albon, c'est mon gars sûr. C'est une victoire pour la team de gauche. Il vous manquait très rapidement Aquilani, c'était le gars de la Roma. Asamoah, c'était l'Allemand avec le numéro 14 à côté de. Voilà. T'avais Igor Akinfev, pardon, excuse-moi, juste à côté de Akon Lahore. Mais franchement, c'était pas mal. Après, c'est dur. Victor Anichebe, le garçon avec le maillot de Everton. Arshavin, vous l'aviez dit. Josie Altidor, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le Puskás, c'est qui? C'est l'ancien, c'est Florian Albert. Bon, mes frères. Ah ouais, mais attends, Aviateur. mais on savait que ça n'irait peut-être pas J'ai failli jusqu'au bout. dire Saint-Exupéry, gros. On savait que ça n'irait pas Très jusqu'au bon bout. jeu, très bon jeu. 5-0, mais Allez, vous avez l'occasion. C'est Ah ouais, sévère quand même. c'est Ouais, sévère. Il reste 5 minutes, Manu. Vous avez l'occasion de vous racheter sur ce jeu. Ni oui, Je ni vous non. rappelle le que oui que non. Ah oui, mais que oui, que non. avec je sais plus. Dépêche-toi, Manu. Il reste Oui, 5 minutes encore. Vas-y. C'est à toi de faire deviner, ouais. C'est quoi que week-end? T'inquiète pas, je vais te le faire. Que oui. Attends, regarde, tu vas voir. Est-ce que je Allez, suis on a- un homme? Silence les gars, on a 1 minute pour Tiens, essayer allez, de vas-y. Est-ce que je suis un homme? Oui. Sportif collectif. Non. Tennis. Non. Cyclisme. Oui. Actuel. Non. Années 90. Oui. Indurain. Non. Pantani. Non. Ulrich. Mais passe-moi une bonne question. Non. Nationalité, Polo. Français. Oui. Jalabert. Non. Villaranc. Non. Leblanc. Non. Attention, la attention Branchard. aussi. Et ils l'ont pris. Bravo. Ils égalisent à 5 points. Des questions, tu dis Ils oui. égalisent à 5 points. C'était scandaleux. Qui joue chez vous? Dès que j'ai entendu Je pose j'ai des questions, tu paniqué. dis oui ou non. Qui joue chez vous? Joseph, il a pas compris. La À mon première avis- question, c'est il va bien. Allez. Tu l'as, Joseph? Tu l'as ou pas? oui, putain. Ouais, tu l'as? Ok. Dur. Dur. Ok. C'est prêt? T'es prêt? C'est parti. 1 minute. Vous avez 1 minute. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il est vivant?
Oui. Est-ce qu'il est en activité? Non. Est-ce que c'est un sport co? Oui. Est-ce que c'est français? Oui. C'est du foot? Non. C'est du rugby? Non. C'est du volley? Est-ce que c'est un sport Non. olympique? Oui. Un grand sport olympique? Oui. Du judo? Non. C'est pas tout ça que je veux dire. Un sport olympique, oh my god. Un sport collectif, tu m'as dit, hein? Oui. Un sport où tu peux jouer à l'étranger? Oui. C'est du handball? Non. Oh la vache, c'est un sport de salle? Il vous reste Oui. C'est 30 un sport secondes, de les gars. salle collectif? vous reste- Du tennis? Non. Oh merde, c'est quoi? C'est du basket? Oui. C'est un français? Oui. C'est 20 secondes. il a une médaille olympique? Ah, Oui. oui. C'est Laurent Forest? Non, Non. c'est un meneur de jeu, Laurent Sierra? Oui. 10 secondes. À 10 secondes de la fin. Ils tiens, ont énorme tous entraîneur. réussi à le faire. Sport de salle collectif. Tennis. J'ai tennis et judo. Tennis et judo. Ce jeu, c'est vraiment une barre de rire. Vraiment, ce jeu, c'est une barre de rire. Et le 1 minute est bien calibré. Je tiens à le dire. Voilà, les gars, il nous reste 2 minutes. Vous gagnez 10 à 5. C'est un petit score de rugby. Si, j'ai un petit qui suit. Si. Alors, si, on y va. Alors, si, on y va. Mais j'en ai un. Qui suis-je, Manolo? J'en ai un, t'inquiète pas, ça va venir très très vite. Bam, bam, bam. Regarde, il est là, j'y avais pensé avant, je Lolo n'avais juste pas Sierra. ouvert le truc. Lolo Sierra, quand même, merde. Faire Hein. la famille qui monte à National 1 avec Pierre Toulon. Tout à fait. J'ai eu 50 ans cette année, je suis né le 11 février 1972, je suis anglais. J'ai été professionnel entre 1989 et 2005. J'ai joué à Liverpool, j'ai joué au Real Madrid aussi également. Fuller. Non. Carragher. McManaman. Il est là. McManaman. C'est Ouais, eux qui bravo. gagnent du coup. Voilà. Ah, bravo. C'était rapide. Fuller, il a joué au C'était Real concis. Robbie Non, j'ai entendu sur Liverpool, j'ai envoyé. Ah, il Non, est non, Carragher. du coup, Pareil, J'avais c'est pas entendu Carragher. Real, parce que j'aurais dit McManaman. J'ai même pas entendu le Real. Il y a pas de- J'aurais pu dire Michael Owen, mais bon, c'est 2005, ça C'est vrai. ça marchait pas C'est pour la vrai, fin de carrière. C'est vrai. Mais vous êtes allés vite, vous êtes très très bons les gars. Vous ne m'avez pas déçu une fois encore. Merci beaucoup pour cette Merci, super Manolo. émission. C'est un régal à chaque Merci, fois. Manu. Ça Merci, sport. Manu. Vous avez rendez-vous tout de suite avec le before du récap. Restez sur le stream, passez une bonne semaine. 22h, Merci à la 22h avec régie. nous. Et 22h minuit la libre antenne. Preview des finales NBA, ça va être énorme. On a incroyable. plein de choses à dire. Appelez-nous les frères. Ah bah, vous allez vous Et les régaler. sœurs. Vous en avez de la chance. Vive la NBA, vive verra cette bien, équipe ouais. First Team. Bravo.